Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur cet épisode 10 du Brap Show. Ah, il était beau le virage là. Là, Pas de coup d'embrayage, c'était fluide. là, franchement, c'est passé, bon rapport, tout bien. Il y avait la motricité. Épisode 10 consacré à la 8e épreuve du championnat AMA-Pro Motocross qui s'est déroulé à Washougal. Je le répète comme la semaine dernière, mais ceux qui ont suivi notre épisode preview savent que c'est la piste que je préfère. Alors, j'ai jamais roulé dessus, j'adorerais, un jour j'espère. Pas de course, un petit samedi après-midi ou un dimanche matin comme on aime bien. Plutôt, c'est là qu'on est meilleur. Un petit dimanche matin, on va dans l'état du Washington. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on emmène les motos là-bas ou quoi, ne me demandez pas, mais quelques tours de roue à Washougal, tranquillou pépère, on passe peut-être une petite table ou deux, voilà, on enroule les whoops avant l'arrivée. Moi, j'aimerais bien. J'appellerais ça une belle journée, quoi. Sinon, je trouve qu'il y a généralement de belles courses. Une année, Thomas qui était revenu d'assez loin avait chuté et était encore revenu. Roxane était repassée à 4 tours de la fin et Thomas qui était revenu doubler Roxane. C'était à l'époque où Roxane était en Honda. On a eu la belle bataille Tomac Sexton il y a 2 ans, où Tomac fait une petite chute et embarque Sexton avec lui qui était juste derrière et coincé dans l'ornière derrière lui. Et plus récemment, c'était l'année dernière avec la deuxième manche de Digan qui avait tout simplement découvert un nouveau niveau, quoi. Il était devenu Super Saiyan là d'un seul coup et il avait mis soupape en fin de deuxième manche. Bon, bah cette année, 2 belles courses quand même, mais moins remarquables, j'ai envie de dire. Les résultats ont été assez logiques. Ça a suivi la tendance actuelle. Mais avant tout ça, on va remercier évidemment MGT Design qui depuis le début est avec nous et nous supporte. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? Je vous ai pas envoyé la photo de la déco collée parce que j'ai pas été roulé finalement ce week-end, mais j'ai collé ma petite déco, un côté plein de bulles, un côté propre. Voilà. Mr. Brap a essayé de me recoller le côté plein de bulles, tant bien que mal, mais je crois que le mal était déjà fait. Mine de rien, la moto elle va quand même bicher. Je pense qu'il va y avoir des traînées de bave sur le paddock à Guilville quand ils vont voir la YAM Star Racing. Et merci beaucoup MGT Design. Si vous voulez vous aussi une déco hyper stylée avec tout type de personnalisation, mais aussi d'options holographiques, métallisées, chrome et mat. Ils nous ont dit la semaine dernière, ils font mat aussi, ils font tout. Ils font les textiles. C'est @mgtdesign-mx sur Instagram et soit lui, soit quelqu'un de l'équipe vous répondra et on en discutait il y a même pas 10 minutes. Un client qui a commandé jeudi, on est mardi, il a reçu sa commande. Donc vous voyez un peu le niveau, quoi. Donc Mr. Brap, MGT Design, merci beaucoup et on va tout de suite enchaîner. Alors, on va parler tout de suite d'abord 450. Après, on décortiquera un petit peu plus ce qu'on a pensé de chaque pilote dans chaque catégorie. Mais moi, le peu de notes que j'ai pris pendant la course, c'est Sexton perd l'avance sur la KTM. Et alors là, je suis content, pas parce que j'aime voir Sexton tomber, mais parce que c'était pas la moto, quoi. Il a perdu l'avant. Il est tombé quand il y avait Jet à High Point. Là, il a perdu l'avant, donc c'est quand même que la deuxième fois en presque 8 courses. Ça arrive peut-être pas aussi souvent qu'avant, je reconnais. Mais pour ma part, je pense pas que la Honda était le plus gros problème sur les petites chutes comme ça de Sexton. Et il perd l'avant, mais il gagne quand même la course. C'est ça. Dominateur. Moi je pense que perdre l'avant, je pense pas que c'était la Honda. Hein. Comme on en a déjà parlé dans le précédent, à mon avis, c'est beaucoup mental les chutes qu'il faisait, donc ça n'a rien à voir parce qu'il en a quand même fait aussi en Supercross justement au final des petites chutes. Il nous a refait des Sexton aussi avec la KT en Supercross, c'est arrivé quelques fois. Moi j'ai le souvenir justement d'une où il était vraiment bon et il est tombé dans les premiers tours justement en perdant l'avant dans un virage, dans une ornière je crois encore, et il était remonté et je me suis dit c'est dommage qu'il soit pas parti devant avec Lorenz parce que je pense qu'il y aurait eu une bonne bataille des deux. Donc voilà, c'est le seul qui me revient en tête, mais il me semble que c'est déjà arrivé aussi avec la KT, et c'est arrivé plutôt quand il était derrière Jet, et là c'est arrivé, il nous a fait une Sexton. Bon, moi je suis un peu déçu parce que du coup j'avais dit qu'on le verrait plus trop d'ici la fin de saison, ça, puisque justement Jet n'est plus là, donc il sait qu'il est meilleur que les autres, donc il a le dessus psychologiquement déjà. Et donc, il roule plus libéré. Et justement, ses erreurs, je pense qu'il peut plus se concentrer sur son pilotage.
il est en confiance, quoi. Et quand t'es en confiance, ça change tout aussi, que tu réfléchis moins dans les virages et des fois, bah, quand tu réfléchis moins, enfin, à se dire, faut pas que je tombe, bah, c'est là que tu tombes, mais quand tu roules libéré comme ça va mieux. Donc bon, là, il y a quand même cette petite chute, mais ça n'empêche que, ouais, bah, il est au-dessus et c'est dommage parce qu'on a soustrait Jet et que maintenant, en fait, Sexton, voilà, on se pose plus trop de questions. Enfin, il a 7 de suite, là, de gagner. Donc, la question, c'est, voilà, est-ce qu'il va être capable de tout les gagner, jusqu'à la fin maintenant? Bah, la semaine dernière, t'as dit 80% de chance, ton estimation qu'il remporte toutes les manches restantes. Donc, à ce moment-là, il restait 8 manches. Il était à 5 de suite. Il est à 7 de suite. Il en reste 6. Tu restes sur 80% ou du coup, vu qu'il y en a déjà 2 de gagnés en plus et donc 2 à gagner en moins, tu augmentes un petit peu les chances de réussite. Non, je reste à 80 le prochain week-end. Ah, la petite chute, elle t'a peut-être fait réfléchir quand même. Hein. Ouais, parce qu'il a pas été non plus ultra dominateur à fondre sur ses concurrents non plus en première manche. Quand il est tombé, il a mis un petit temps quand même à revenir sur les pilotes devant. Donc c'était pas non plus genre super facile. Après bon, quand il est arrivé dans la roue, il a pas passé 3 tours derrière avant de les doubler. Mais il a pas fondu comme neige au soleil sur Plessinger par exemple, comme il avait pu le faire la fois où il avait fini dernier, où il était tombé, il était parti dernier et qu'il a gagné là sur Plessinger, il est sur le dernier tour quoi, le gap qu'il a réduit, il était énorme. Là ça a mis plus de temps et ça s'est quand même joué dans les derniers tours. Donc ouais, j'ai presque douté un petit peu au début et puis après je me suis dit oh si c'est bon, il va aller le chercher. Et ça l'a fait. Donc ouais, non, parce qu'on n'est pas à l'abri même d'une casse mécanique ou un truc comme ça. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça que je veux pas trop augmenter non plus. Quand bien même je serais sûr. Enfin, tu vois, un Jet l'année dernière qui les avait déjà toutes gagnées au début, il en restait 6. C'est ce qu'il va le faire. J'aurais peut-être répondu plus que 80%, mais peut-être pas un 100% non plus, parce que ouais, il y a toujours ce facteur chute et casse mécanique qu'on contrôle pas vraiment, surtout la casse mécanique. Ouais, puis même enfin voilà, Sexton, on sait qu'il est quand même sujet à faire parfois des petites chutes. Et parfois, la petite chute, tu tords le guidon et tu peux pas rouler à 100% ensuite. Et ça te fait des trucs comme ça. Ça peut arriver. Mais même si bon, Sexton, avec toutes les chutes qu'il a pris, j'imagine que le guidon, il doit être bien serré parce que tu l'as jamais vu repartir avec le guidon en angle droit, quoi. Ouais. Là, souvent, la tête à l'envers, la visière cassée, mais la moto, ça va. Il doit quand même ça doit lui permettre d'être plus présent en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de jet et qu'il soit pas en panique, c'est que quand il part, même qu'il est 8e au premier tour ou quoi, il est pas en train de se dire faut que j'aille devant, faut que je le rate, faut pas que je perde de temps, mais plus prendre chaque virage comme il arrive, chaque portion de piste quoi, au fur et à mesure. Donc c'est sûr que il roule plus relax et qu'il fait moins d'erreurs. J'ai noté quand même qu'il prenait des petites traces dignes de jet, notamment t'avais ce petit double. Ça faisait deux espèces de vagues en fait, ça faisait même pas vraiment un double à la base. Avant le virage, un petit virage à gauche serré où il y avait un arbre à l'intérieur, beaucoup trop près de la piste. Selon Mr. Blap, il trouve que les consignes de sécurité étaient pas respectées sur ce virage. Disons que c'est pas la FFM quoi qui régit les lois là-bas quoi. Ouais, il dit pas qu'il faut 8 mètres entre le moindre truc et le bord de la piste. Il faut pas qu'il y ait de bosse, que tout soit arrondi, pas de virage relevé. Bon voilà, ils sont un peu plus libres quoi. On peut même mettre des arbres dans l'intérieur des virages. Donc, et des whoops en motocross. Ouais. Mais donc oui, sur ces deux petites vagues, tout le monde les enroulait et parfois avait l'arrière qui chassait un petit peu, même sur le freinage et tout. Et on a vu plusieurs fois Chase lui sauter le petit double, rentrer dans la ornière, virer vraiment du jet quoi un petit peu. Ouais, mais encore une fois ça revient avec ce qu'on disait un peu avant et je trouve qu'ils sont un peu plus nombreux à le faire et c'était un peu plus marquant. Alors celui-ci justement, j'étais étonné que je me suis dit là Jet il l'aurait fait et je crois que j'en parlais même pendant la manche 250 et Digan avait commencé à le faire aussi. Il l'a même fait au moment où il avait doublé Vial justement, c'est là que ça l'a poussé à sauter en deuxième manche. Ah OK. C'est bien de ce virage là que tu parles. Quand il double avant la petite table là, non? Et virage à gauche avec l'arbre dans l'intérieur, il était là l'arbre. Je me souviens plus du dépassement de Digan en deuxième manche, donc je te crois. Si c'est quand Vial il va dans l'extérieur là, justement il prend l'extérieur. Ah mais oui, il prend l'intérieur et sur la petite table ils sont côte. Ouais. Et là ils arrivent au niveau du freinage où justement ça faisait deux vagues comme ça et là lui ça l'a poussé à sauter justement pour pas lâcher le freinage. J'avais dit et au moment où il l'a doublé, j'ai dit c'est n'importe quoi. Enfin Vial il aurait jamais dû laisser l'intérieur ouvert. Et donc si on revient un peu en arrière sur le circuit, juste après le saut d'arrivée, pareil là ça fait un peu une petite portion avec des vagues et dans l'intérieur là t'as une bosse, donc je sais pas s'il y avait vraiment déjà cette bosse là d'origine aux essais ou si elle s'est créée avec les freinages. Mais là, qu'il n'y en avait qu'une et qu'avec les freinages, ça a. Et là, t'en voyais plus. Alors, des fois, il y en a qui sautaient avant, qui faisaient un double avant cette grosse bosse, d'autres qui
qui enroulait la première et qui sautait pour faire double derrière cette grosse bosse. Et là, on en a vu plein de faire, Shimoda, Digan, Vial, pareil en 450, on en voyait d'autres le faire. Donc, je pense que les gars, ils ont compris un peu et ils essaient de s'en imprégner et on en voit plus s'en rapprocher de ça. Donc, je pense que ils ont capté le truc et. Mais à ce jeu-là, le meilleur ce week-end, c'était quand même Sexton. Ouais. Et comme on parle des résultats, quoi. Oui, je me disais quand même du coup en pensant à ça que depuis que Jet il est plus là et peut-être un peu plus au fur et à mesure aussi et qu'il est de plus en plus en confiance, mais parce que c'était peut-être pas trop le cas à Redbud, mais là Chase il ressemble un peu plus au Chase de la Honda où je trouve qu'il a l'air de moins rouler en force aussi et un peu moins bourrin quoi, parce que c'est vrai qu'il faisait un petit peu bourrin quand Jet était sur la piste encore, je trouvais en début d'année. Même à Hangtown quand il fait sa remontée de fou, il y va un peu bourrin quand même avec des grosses erreurs et tout. Alors lui il s'en souvient pas, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois des petites équerres qui faisaient un petit peu peur à regarder à la télé. Je trouve c'est pas aussi fin que du Jet, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu plus de finesse dans le pilotage de Sexton, non? Mais moi, j'ai jamais trouvé qu'il était plus en force. Je sais que DV disait qu'il avait pris 3 tonnes de muscles et que maintenant il était très en force. Mais moi, j'ai jamais trouvé. J'ai toujours trouvé quand même avec une bonne posture et pas mettre justement des gros coups de gaz. Enfin, comme un Tomac, tu vois. Enfin, moi, quand les deux opposés, je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est Tomac prend l'embrayage, t'entends la moto. J'ai revu des vidéos sur Instagram de lui qui passait dans une série de vagues à un moment donné là avec la moto. Il la coupait jamais, même en l'air, comme ça. Et t'as même les commentateurs qui le disent, on peut entendre son moteur d'ici, quoi. C'est énorme. Et justement un Jet où son moteur tu vas beaucoup moins l'entendre, peu d'embrayage au final et très fluide. Et Sexton, je trouve qu'il a toujours été un peu dans la lignée de Jet. Alors Jet un cran au-dessus, mais justement c'est ce que je disais. Moi je rejoins un peu plus la vie de Musquin. Lui justement il disait en répondant à DV que en fait quand t'avais pas Jet, Sexton c'était incroyable, etc. Et tu ramènes un Jet qui est encore plus en finesse, encore plus fluide et ouais plus fluide quoi de manière générale. Donc du coup Sexton nous paraît un peu moins. Et je pense, moi, je suis plus de cet avis-là aussi. C'est un Jet qui arrive en 450 avec encore plus de finesse, encore plus fin, lui, sur la moto. Il est très fin, Jet aussi, avec les tenues qui le moulent bien, tu vois. Genre, même la carrure. Je sais pas s'il est très fin, mais il fait plus allongé quand même, je suis d'accord. Ouais. Et c'est sûr qu'il est plus fin il est moins carré qu'un Sexton quand même, tu vois. Enfin, je veux dire. Ouais, un peu, mais en même temps, enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il a les épaules un petit peu larges. Et puis alors son cou surtout à Jet, moi, c'est depuis même qu'il est en 250, c'est quand tu regardes les photos sans le casque, il a les oreilles, il a vraiment le cou ça se rétrécit pas, quoi. Ça part de là et c'est tout droit, donc. Ouais, mais moi je trouve du coup que c'est plus ça, quoi. T'as ramené un Jet qui était encore plus en finesse, qui en plus qui sautait, mais qui a ramené quelque chose aussi. C'est ça ce qui a ramené de la finesse aussi, c'est de sauter dans les trous comme ça. Tu vois juste un petit truc, boing, boing, comme ça, plutôt que dribbler dedans. Forcément, même un mec qui va peut-être sauter les whoops, il sera plus fin qu'un mec qui va aller dribbler, tu vois. Enfin, bon, sauf quand il passe bien au-dessus et que c'est en ligne, que c'est tout plat, tu vois. Un Roxen à Paris. Mais ouais, je pense que c'est plus ça, un Jet qui a vraiment élevé au niveau de la finesse, qui est un cran dessus, et du coup, Sexton nous paraît moins incroyable. Et je pense que, ça, c'est un peu l'imperception dans n'importe quelle situation. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, c'est waouh. Quelqu'un qui le fait encore mieux, voilà, du coup, en fait, c'est pas si incroyable que ça, ce que tu fais, quoi. Et puis, c'est vrai que, là, on a la possibilité de comparer Sexton à Jet Lawrence, et en plus, on n'a même pas Tomac de l'autre côté sur la piste en ce moment pour avoir l'autre côté du spectre de comparaison, quoi. C'est vrai que du coup on a que deux personnes qui roulent fluide et en grâce même et on n'a pas le vrai bûcheron à côté. Écoute, tant qu'on est sur la catégorie 450, on va poursuivre, hein. Moi ce que je voulais rajouter sur Sexton quand même, c'est que alors plus en finesse, mais il sautait quand même un cran plus loin que tout le monde, quoi. Sur tous les sauts, tu vois, moi c'est ça aussi ce qui me faisait dire. On voit qu'ils font sur parce que à un moment donné, je me suis dit bon, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il fait de plus, enfin où est-ce qu'il gagne du temps comme ça, où est-ce qu'ils font sur ses concurrents, tu vois. Et tu vois sur chaque boss, enfin déjà les boss à plat où ils atterrissent dans des trous, enfin même la grosse butte justement où après ils atterrissent dans un peu du sable là. Là ils sautaient une bosse plus loin que les autres les 3/4 du temps. Partout, il se retrouvait à sauter plus loin, à allonger les sauts, et donc rien que là-dessus déjà, quand tu sautes plus loin, alors pour faire le contraste, j'ai vu un Wilson arriver sur la bosse, je crois qu'il a pas décollé les roues sur la butte. Ouais, il a pas décollé. Il a même pas essayé de scrubber, il est arrivé tout droit, il a freiné,
et il a réaccéléré dans la descente, quoi. Non, mais le pauvre Wilson, il arrive avec Oui, pratiquement zéro préparation et il le filme à la fin de la manche. Tu vois, peut-être qu'au premier tour, il a sauté. Je sais pas, mais là, en tout cas, il a enroulé la bosse, quoi, vraiment. Et donc, tu sais très bien que la différence entre un mec qui va enrouler ou sauter pas très loin et un gars qui va sauter plus loin, c'est qu'il a moins freiné sur la bosse, c'est qu'il est arrivé plus vite et que même à l'atterrissage, sa vitesse d'atterrissage sera plus vite que quelqu'un qui, s'est freiné et du coup repart. Alors de zéro, ils se sont pas arrêtés complètement sur la bosse, mais voilà, pour faire un peu la caricature et mieux comprendre, celui qui arrive à zéro, donc celui qui va sauter une bosse moins loin, il va forcément arriver moins vite dans l'air, et donc avant la bosse à la fin, déjà là en fait je pense qu'il y a énormément de temps, tu vois, là c'est pareil, il faudrait prendre séquence par séquence, faire pause et chronométrer pour voir la différence de temps entre deux pilotes comme ça, mais et même entre deux tops du coup, parce qu'effectivement là c'est flagrant, on le voit à l'œil nu entre un Wilson et un Sexton, mais même entre Sexton et Anderson ou Plessinger, je pense que la différence juste sur une bosse, elle est quand même notable, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, alors je sais pas, moi j'y ai pas fait attention, donc j'avais même pas remarqué ce week-end, mais ça me rappelle une fois où je regardais une vieille course à ma motocross où c'était Stewart et Carmichael, et le commentateur disait justement vous voyez Stewart et Carmichael, ils en ont rien à faire de la longueur des sauts et tout, ils allongent, alors que tous les autres qui sont derrière, parce que évidemment les deux roulaient roue dans roue et ils avaient peut-être mis 20 secondes déjà au troisième, et ils disaient, les autres atterrissent dans les descentes les réceptions des sauts. Et c'est vrai que Stewart et Carmichael, il y avait peut-être déjà 3 tables sur la piste où ils se mettaient à plat, le saut à plat, ils allongeaient de fou. Et c'est vrai que ouais, généralement, enfin, le pilote qui en met plus, au final ça va plus vite. Ouais, t'es pas forcément obligé de te contenter de passer le saut, quoi. Non. Parfois tu peux aller te mettre plus long et tu vas pas forcément trop subir à l'atterrissage, et c'est vrai que tu gagnes du temps en plus, quoi. À condition bien évidemment de pas prendre une grosse impulsion pour sauter haut et loin, quoi. Et si t'arrives plus vite que t'amortis et que t'es long, c'est pas, en motocross ça pardonne, t'as pas une autre bosse juste derrière, quoi. Et du coup, à quoi est-ce que tu attribues le fait que Sexton il voit le saut et non, lui il va aller sauter une bosse plus loin dans le sable, un peu plus loin dans la réception? Est-ce que tu penses que c'est du pilotage, de la compétence technique? Est-ce que tu penses que c'est une capacité de voir que tu peux allonger, en fait, il y a pas de problème? Ou est-ce que tu penses que c'est physique, parce que si tu vas plus vite sur le saut, forcément tu es un petit peu plus accroché au guidon quand même, et l'atterrissage, si tu vas plus loin, il est peut-être aussi un petit peu plus dur à encaisser, et que ça va faire un pilote qui a pas la caisse déjà pour tenir les 30 minutes en passant bien, et ça va le fatiguer encore plus vite s'il allonge comme ça. Je pense que c'est une combinaison de facteurs. Il y a la confiance aussi en lui sur la moto. Enfin, comme on l'a dit là, il est au-dessus même psychologiquement. Il sait qu'il est plus fort que les autres, etc. Donc il est monté sur ce petit nuage où il devient un peu, enfin comme Jet l'année dernière, quoi, invincible et rien ne peut m'arriver, tu vois, quasiment. Donc il y a ça, cette confiance. La confiance en la moto aussi, parce que du coup quand ça va bien, que la moto elle fonctionne bien, je sais que je peux allonger, mes suspensions elles fonctionnent bien, quand tout fonctionne bien, je suis en confiance pour tenter des trucs, faire aller sauter plus loin, et puis je pense que par rapport plutôt aux autres pilotes, c'est vrai que c'est une difficulté quand même quand t'arrives sur ce gros pain de sucre, tu vois pas où t'atterris derrière. T'atterris dans du sable et des trous, parce que en réalité je pense que c'est tout plat à l'origine aux essais quand ils viennent de la faire là. Je pense pas qu'il y ait des vagues à cet endroit-là. C'est plus justement quand les mecs ils atterrissent que ça commence à créer des creux et des petites vagues à cet endroit-là. Donc au final, juger dans quelle vague je vais atterrir, c'est chaud. Tu vois, ça me rappelle un peu Saint-Jean d'Angély, Gauthier Paulin qui saute là sur la butte tout en haut et qui va sauter 2 vagues derrière lui, je crois. Les autres ils en sautaient une. Et c'est le seul qui est arrivé, qui en a sauté 2. Et c'est super dur à jauger la distance quand tu vois pas la réception derrière. Comme les tables, tu vois, toi, t'avais expérimenté ça à Chartainvilliers, justement, où il y a beaucoup de sauts en double récep, où la récep, elle est plus basse et tu la vois pas. Et c'est vrai que juger ça, atterrir dans la récep de celui-là, c'est dur au début. C'est que tu vas, alors tu enroules plusieurs fois pour voir un peu la distance. Mais à partir du moment où tu y vas, vu que tu sais pas trop, est-ce que là, faut que j'en remette un peu plus vers la fin, ou au contraire, est-ce que je relâche un petit peu? Tu sais pas, donc c'est dur à jauger. Et effectivement, quand t'atterris à plat d'une butte qui est, enfin, nous, déjà, à la télé, elle paraît grosse, donc sur la piste, j'imagine pas. Faut pas trop se louper non plus, quoi. Faut être en forme physiquement au cas où, justement, faut récupérer la moto ou encaisser l'impact. Donc voilà, c'est un peu tous ces facteurs, je pense, mais je suis étonné qu'il y en ait pas plus, justement, qui l'ait fait.
parce que c'est pareil, en regardant les manches aussi 250, Vial le faisait là, donc ça par contre ça m'a un petit peu surpris parce que il est pas du genre à faire justement les gros sauts, même en Supercross il disait si je peux me contenter de faire 2-2-2 et que ça va presque aussi vite qu'un 3-3, je fais les 2-2-2 moi. Et là voilà, je pense, tu vois, c'est pareil dans l'environnement. Enfin, il a vu Sexton le faire en première manche, lui pour le coup, il était en confiance, il est parti devant, il avait l'adrénaline, tout ça, il avait envie de gagner, etc. Et ben sur cette bosse là, il s'est lancé, même un peu en scrub, qui lui, enfin c'est pareil, tu le vois pas sur tous les sauts en travers comme un Digan, et il est quand même allé sauter plus loin. Et donc ouais, ça m'étonne un peu qu'en 4,50 il y ait pas plus de gars, même Hunter Lawrence, il sautait vraiment pas loin quoi sur cette bosse là par exemple. Donc bon, après on dit que voilà, Hunter physiquement il en manque peut-être un peu, mais quand dès le début de manche tu le fais pas, c'est pas juste physiquement, c'est que voilà, c'est une difficulté. Et après aussi quand t'es sur la piste, tu te dis pas justement, enfin moi j'ai ciblé ça, tu vois, mais sur l'entièreté de la piste, le pilote il se dit pas là ça il faut que je saute plus loin, sauf si vraiment il est derrière Sexton et qu'il voit que Sexton en allongeant il lui a mis 5 mètres d'un coup. Là peut-être que ça va le faire tilter, le prochain tour il dit ouais ça faut que je me lance, faut que je le fasse. Là je peux faire le parallèle. Putain, j'ai l'impression que j'ai plein de références quand je fais ça. En SMX, quand Jet il fait le quadruple sur table, Ouais. c'est un quadruple face à Roxen. Là Roxen il peut pas savoir que ça gagne pas de temps. Je veux dire, quand il était devant déjà il disait que derrière je l'entendais revenir à cet endroit-là et que c'est que quand il s'est mis devant moi, enfin il m'a doublé en le faisant et le tour suivant j'étais derrière lui et je l'ai sauté ce truc-là. Donc là c'est flagrant, le mec il pense qu'à cette portion-là parce que selon lui il y a que cette portion-là où il manquait pour pouvoir être devant. Et là c'est pareil, sur un terrain de motocross il y a plein d'endroits, il y a des virages où ils peuvent améliorer, etc. Et comme on le disait, déjà quand tu roules, juste changer de trace, quand t'en prends une qui est pas très bonne ou t'as pas un bon flow dedans, changer c'est difficile. T'as pris l'habitude de prendre celle-ci, prendre une juste derrière, prendre le risque d'aller dans l'extérieur et de perdre du temps, c'est difficile de se lancer à le faire. Donc sur un saut, une difficulté, un truc risqué, voilà, j'imagine qu'ils y pensent pas forcément et que pareil quand ils rentrent au pit, peut-être que eux ils ont accès à des caméras, des statistiques et tout, peut-être qu'il y a d'autres endroits où ils perdent plus que juste cette bosse là. Moi je trouve que cette bosse là justement c'est flagrant entre celui qui freine, qui va sauter moins loin, du coup qui ratterrit avec moins d'élan, qu'un Sexton qui va sauter plus loin, qui va arriver plus vite et ratterrir plus vite. Je trouve que la différence entre deux pilotes comme ça, elle est assez grande sur cette portion là déjà. Bah écoute, t'as mentionné Hunter Lawrence, donc on va en parler un petit peu. Il y a beaucoup de frustration du côté d'Hunter Lawrence. Il a fait une petite interview sur Vital MX après l'épreuve. A priori, il veut même aller faire des prises de sang pour être confirmé en tout cas qu'il n'y a pas un vrai problème, petit problème de santé derrière ça, parce qu'il dit qu'il arrive même pas à tenir une manche actuellement et que c'est vraiment, ça a changé depuis sa chute à Redbud pour lui. Donc il sait pas si c'est dû à des répercussions de la chute, si c'est peut-être qu'il en fait encore un petit peu trop aussi tard dans la saison, la semaine, parce qu'il dit qu'il continue de beaucoup bosser la semaine, donc il dit que peut-être qu'ils en font trop, et donc ouais, il sait pas trop, et je pense que tu disais même dès les premiers tours, il allonge pas tant que ça. Mais je pense que c'est un stade où ça va commencer à l'atteindre psychologiquement, c'est qu'il y pense et qu'il se dit qu'il va essayer de commencer doucement pour tenir la distance. Je savais pas qu'il reconnaissait lui en fait que physiquement, parce que j'ai entendu DV dire qu'il avait pas la caisse, qu'il avait rien dans le sac et tout, mais je savais pas que lui reconnaissait qu'il avait un pépin physique quoi, enfin que physiquement il était limite. Déjà la semaine dernière, il disait en fin de journée que il avait pas plus de jus que ça, il était juste fatigué quoi, il en pouvait plus. Ouais, mais je pensais après avoir tout donné justement, mais qu'il disait pas sur la piste, il m'en manque. Ouais, j'avais plus perçu ça en mode à la fin je suis rincé, j'ai tout donné, mais pas j'ai tout donné, mais il m'en manque quoi. C'est physiquement je suis pas à la hauteur, mais okay. Là cette semaine en tout cas si ouais, il disait que c'est vraiment frustrant pour lui parce que plus il arrive même pas à terminer une manche à fond quoi. Et alors après c'est vrai que DV en parlait un petit peu dans son live justement de review de Washougal. Ça reste quand même la première saison. Le truc qu'on n'a pas eu avec Jet l'année dernière, c'est que Jet l'année dernière c'était sa première saison motocross, mais en fait il a fait autant de courses que lors d'une saison 250 parce qu'il a fait le Supercross 250 l'année dernière et après il a fait 11 courses de motocross. Alors que c'est vrai que pour Hunter là, même s'il en a raté quelques-unes sur blessure, mais il en a pas raté beaucoup en Supercross, il a dû nous faire peut-être 13 ou 14 Supercross avec en plus une blessure en cours de saison dont il a essayé de se remettre le plus vite possible. Et là, il arrive à la 8e épreuve de motocross. Ça fait beaucoup plus de courses que ce à quoi il a été habitué. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une raison pour laquelle, arrivé à la deuxième moitié du championnat motocross, tu t'as plus la même endurance sur la moto quand tu fais tes manches?
Quand la préparation physique elle est bien planifiée, il y a pas trop de raisons que ça arrive. Mais effectivement, voilà, il y a plusieurs facteurs. Enfin, ce qui fait la semaine aussi, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte quand t'as tous les week-ends des courses. Faut jauger par rapport à ça. Mais mais sinon, oui, quand tu le sais en avance, et à ce stade-là, enfin les mecs qui sont suivis, ils ont ce qu'il faut pour faire la préparation. Ils s'entraînent pas tout seuls physiquement, les Lawrence. Non, bah c'est Johnny O'Mara qui Qui s'occupe fait de tout, leur hein. entraînement de pilotage et physique, je pense. Donc voilà, il sait, je pense, et donc ils savent en avance que il est parti pour le Supercross complet en 450, les 17 courses de base, toutes celles de motocross, le SMX, etc. Le nombre de semaines qu'ils ont entre temps, enfin le calendrier, c'est pas l'Île-de-France, hein, il sort pas un mois avant de commencer, donc ils peuvent anticiper. Et du coup tu le planifies en fonction justement avec tu mets le paquet sur les 3 mois avant, et puis tu relâches avant de commencer la saison, et ensuite c'est pour un pilote qui s'est pas blessé avant et qui a fait ses 3 mois de préparation avant, et qui en plus ne part pas de zéro parce qu'il a eu sa saison précédente, enfin il part quand même avec un niveau de forme. Du coup ensuite c'est du maintien en fait tout au long de la saison, donc éventuellement tu remets un peu de couche peut-être vers la fin du Supercross pour tenir des longues manches, mais je pense que quand il s'y prépare dans les 3 premiers mois, il se prépare à tenir beaucoup plus que juste 20 minutes de finale de Supercross. Et après voilà, je sais pas trop, parce que ça reste 2 disciplines bien différentes, donc je sais pas trop au niveau physique si 20 minutes de Supercross ça équivaut à combien, est-ce que ça équivaut à 40 tu vois de motocross, ou voilà, parce que c'est quand même un peu plus physique le Supercross, je pense. Donc Bah souvent quand ils en parlent, ils comparent un peu, ils disent que le Supercross c'est un peu un sprint où c'est plus du cardio, et que le motocross c'est plus de l'endurance où c'est vrai que c'est 2x30, et ils disent que généralement ils ont le rythme cardiaque qui va un peu moins haut, mais que musculairement ils galèrent, ça fatigue beaucoup plus sur le et plan puis je pense musculaire, nerveusement aussi en fait. Je pense que surtout nerveusement, il y a une fatigue nerveuse au niveau du Supercross, parce qu'au final c'est concentration encore plus. Faut être voilà précis tout le temps. C'est pas un peu plus long, un peu plus court. Tu peux pas relâcher là-dessus. En motocross, tu vois, voilà, tu peux allonger, tu peux atterrir un peu plus court sur la table, un peu plus long sur la table. Bon, ça va. C'est pas, t'as pas à te préoccuper de ça. Tu vois, t'as d'autres préoccupations. Alors qu'en Supercross, c'est tout millimétré. Et donc en fait, ouais, c'est une charge mentale aussi qui est, je pense, plus élevée au final qu'en motocross, et qui ça participe à la fatigue nerveuse. Et quand t'es fatigué nerveusement, c'est pareil, ça inhibe la contraction musculaire en fait. Donc ça réduit le raccourci de c'est plus physique, parce qu'en soi il y a plus de sauts, et en vrai un pilote de motocross il se repose sur les sauts, justement c'est là où il peut relâcher les bras, relâcher un peu tous les muscles, et c'est quand on atterrit. Donc c'est vrai qu'en Supercross il passe presque autant de temps en l'air que au sol. Donc on pourrait se dire c'est plus reposant, parce que c'est vrai que moi avant la première fois qu'on m'a dit quand j'étais jeune, qu'on m'a dit une prairie c'est plus fatigant qu'une course de motocross. Ah bon, c'est tout plat. Y a quoi de fatigant quand c'est tout plat? Bah ouais, mais en fait c'est vrai, quand freinage, hop, virage, hop, on off tout le temps, tu vois, t'as jamais un saut pour. Puis c'est tout plat la veille, puis en plus deuxième voilà, manche c'est défoncé quand même au final. C'est la prairie, c'est tout plat quand on y va à 3 et que on fait 3 tours sur un champ de maïs, même pas retourné quoi. Donc ouais, non. On fait pas, hein, on respecte ouais. Les champs et les cultivateurs, on trouve des vraies prairies. Et donc je pense que je sais plus pourquoi j'en suis arrivé justement à ce comparatif super. Oui, c'est que sur la préparation, ils s'entraînent quand même pour. Je pense que même en plein milieu d'une saison de Supercross, ils sont capables de faire une manche de motocross. Alors peut-être qu'il en manque un peu, peut-être les 5 dernières minutes, tu vois, et qu'on a juste un peu la préparation vers la fin du Supercross. Mais c'est très court, c'est pareil, la fin du Supercross, au final, enfin t'as 2 semaines juste entre la dernière du Supercross et la première de l'Outdoor. Et ouais, il y a qu'un week-end. Donc là, t'as pas le temps de faire une préparation physique, encore moins sur les filières énergétiques d'endurance en fait. D'autant plus qu'il faut tester la moto. Donc non, je pense que niveau physique, les gars, ils ont déjà la caisse pour faire même en faisant du Supercross, ils ont déjà la caisse pour faire des manches de 30 en motocross, et que du coup, c'est du maintien tout au long de la saison, et que ouais. faut jauger en fonction après enfin c'est beaucoup de ressenti du pilote, parce que même en se maintenant, enfin au bout d'un moment, oui, le corps humain, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que à un moment donné il peut y avoir une baisse de régime ou quelque chose. Donc c'est là que c'est super dur, et qu'il y a en plus encore des aspects, je pense, qui sont méconnus, hein. Il y a plein de réactions chimiques, des trucs comme ça, c'est super complexe à comprendre comment le corps réagit. Donc difficile à savoir exactement pour Hunter, pourquoi, s'il n'y a pas de choses qui ressortent dans les prises de sang ou quoi,
pas de maladie ou quoi que ce soit. C'est difficile de savoir est-ce qu'il en a fait trop la semaine, est-ce que au final, il a le corps qui n'est pas entraîné pour tenir aussi longtemps malgré qu'il se soit préparé en amont. Est-ce que justement, de ne pas l'avoir encore fait, c'est pas ça ce qui lui manque un peu. Peut-être qu'après l'avoir fait une fois cette année, l'année prochaine, plus la préparation de hivernale, ça ira. C'est difficile à dire. Oui, parce que du coup, pour la blessure qu'il a eue, il s'était blessé à l'omoplate en supercross et je crois qu'il a raté 2 courses et peut-être 3 semaines du coup d'entraînement. Parce qu'il y avait une fracture, il y avait quelque chose? Ouais, il y avait un trait de fracture sur l'omoplate, je crois. Et là, la chute à Redbud où il a dû juste certainement lever le pied, mais juste la semaine après Redbud, c'est pas assez pour dérailler toute la prépa qui a été faite avant. Non, surtout qu'en plus sur Supercross, et puis on l'a vu sur les premières de Loup d'Or, il semblait pas avoir de pépins physiques en plus sur les premières de Loup d'Or, puisque des fois c'est lui qu'on voyait revenir un peu sur Sexton aussi quand il était 2, vers la fin de manche, on notait pas une fatigue en fin de manche de Hunter, donc non, sa chute, ça l'a peut-être refroidi sur la tête, mais sur ses capacités physiques, ça n'influe pas. Et pareil, ce qui est arrivé en Supercross, deux week-ends de pause et donc potentiellement 3 semaines de repos sans moto, tu perds un petit peu, mais il les a récupérés ensuite en reroulant, en reprenant l'entraînement jusqu'à arriver à cette période-là. Et puis on a vu à la fin du Supercross au final qu'il a fait ses meilleurs résultats, donc c'est que oui, c'est réglé. Alors je vais revenir sur 2 choses. Tu as parlé de fatigue nerveuse qui tu penses doit plus impacter en Supercross, et où tu dis que quand tu es fatigué nerveusement, ça inhibe tes capacités j'ai fait le raccourci avec la contraction musculaire. Ouais. Ok. Il existe des moyens de mesurer la fatigue nerveuse? Je pense que il doit y avoir des machines qui existent pour le faire, parce que c'est un courant électrique en fait là qui se produit entre la commande du cerveau, etc. Donc je ne m'avancerai pas sur le sujet, mais c'est à chercher. Mais il me semble qu'il doit y avoir des machines qui permettent de mesurer ça, mais vraiment pas sûr au niveau de... Ouais, a priori, du coup, ça va pas être des machines disponibles au grand public, quoi. Il faut aller dans des centres. Et faire parce tests, que moi, je me souviens que, justement, de mes années de STAPS, quand on avait un module sur la muscu et notamment de porter lourd. En fait, il y a des moments quand tu portes lourd, tu fais peu de répétitions et ton muscle en fait il fatigue pas spécialement, parce que tu as des longues récup entre chaque, tu vois, quand tu fais ce genre de programme là avec des longues récup, et donc en fait ton muscle en soi il se fatigue pas comme quand justement t'enchaînes plusieurs répétitions et là tu sens t'as les jambes lourdes, t'en peux plus, même les bras, tu vois, développé couché, tout ça, tout ce que tu veux, et donc en fait c'est qu'à un moment donné tu pourras plus porter aussi lourd, mais parce que nerveusement justement en fait la commande elle part du cerveau, et du cerveau tu donnes l'ordre à tes muscles de se contracter pour pousser. Et donc en fait c'est ce trajet là du cerveau vers les muscles qui au final te coûte beaucoup d'énergie aussi, et qui quand celui-là c'est fatigué et que tu t'es beaucoup concentré, t'as beaucoup donné, quoi, t'as cette fatigue nerveuse qui intervient et qui en fait t'empêche de pousser, et c'est pas tant ton muscle, c'est pas les fibres musculaires qui justement ont trop donné, qui sont hypertrophiées, qui n'arrivent plus à se contracter, c'est vraiment la commande en fait, pour arriver jusqu'à la commande de contraction déjà. Ok, hyper intéressant. On s'enseignera pour voir s'il existe des moyens de mesurer ça. Et au niveau de la prépa physique, finalement en fait je suis pas sûr non plus alors comme tu disais, on peut pas non plus, on sait pas en tout cas toi et moi retranscrire leurs conditions leurs conditions physiques quand ils sont en supercross, et qui est vraiment au top pour le supercross et qui leur permet de tenir leurs essais plus leur qualif plus leur finale de 20 minutes, comment ça se retranscrit sur le terrain de motocross. Peut-être que c'est à peu près 30 minutes. À mon avis, ça leur permet pas de tenir 2 manches de 30 minutes à fond. Et le truc, c'est que vraiment, ils font du motocross pour quand ils reviennent de vacances, généralement, parce que t'as quand même quelques pilotes qui vont prendre des vacances après le dernier SMX parce qu'ils feront pas les nations. Et donc généralement ils prennent 2 semaines, puis après il faut repartir. 1er octobre, ça repart, ils reprennent la moto, la prépa physique, le testing. Et donc en vrai généralement ils font 1 ou 2 semaines de motocross, surtout quand ils changent de moto, pour se remettre dans le bain, et ils repassent en supercross de mi-octobre jusqu'à fin mai, quoi. Avec à la pause de Pâques généralement ils reprennent un peu le testing motocross.
Mais c'est vrai que du coup, j'imagine que pendant le bootcamp, oui, la préparation physique, elle est peut-être plus adaptée, plus large pour pouvoir prévoir aussi l'effort de l'été. Mais c'est vrai qu'après, de janvier à mai, ils sont vraiment en maintien supercross. Et quand ils sont sur la moto, c'est que des manches de 20 minutes. Donc ouais, mine de rien, je pense que le motocross, c'est pas trop au centre de leur prépa, quoi, pendant les 3 mois. Non, c'est vrai qu'ils en font peu en soi du motocross, les pros. Alors, on a couvert Sexton, on a couvert Lawrence. Une belle deuxième place en 450 à Washougal de Plessinger, qui a beaucoup mené la première manche, jusqu'à ce que, encore une fois, son teammate vienne lui couper l'herbe sous le pied. Mais mine de rien, Plessinger, ça roule bien. Ouais, c'est pas mal, c'est solide en plus. Puis il avait l'air content à la fin de la deuxième manche. Alors à la fin de la première, un peu moins, quoi, parce qu'en plus il perd la place en calant. Oui, c'est vrai. Donc frustré Il s'est tapé le casque. Voilà, il aurait aimé, je pense, essayer de défendre au moins sa place. C'est vrai que c'était un peu décevant ça quand même, parce que ça se jouait dans les derniers tours, quoi. Il a calé dans les 3 derniers tours, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, donc 3 tours de la fin. Ça aurait été vraiment serré jusqu'à la fin s'il avait pas calé, même si Sexton il était dans sa roue à ce moment-là. Et donc un peu déçu, je pense, de ça, mais content de sa deuxième manche où il fait 3, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, j'étais assez étonné qu'il soit content. Bon, après, ça fait 2 manches solides et il revient sur le podium. Il y était sur le podium la semaine dernière, je me souviens plus. La semaine dernière, non, il était pas sur le podium. Mais il a fait un podium 2 manches quand même, non? Ouais, il avait fait une bonne manche sur 2, en tout cas. Ouais, je crois que oui, il y en la a deuxième manche un peu dans la... Non, remarque qu'ils ont pas eu de gadou, mais oui, non, c'est la première manche d'ailleurs qui fait un bon résultat. En deuxième manche, il tombe en essayant de doubler Ferrand 10 et il finit 5 en deuxième manche. C'est celle-là, ouais. C'est Justin Cooper, mais je crois que lui, Cooper et Anderson étaient à égalité de points pour la 3e place la semaine dernière, mais c'est Cooper qui a fait la meilleure deuxième manche et qui a obtenu donc oui, c'est sûr qu'il doit être content, surtout que là, au final, il a obtenu un bonus, non pas de 25, mais de 50 000 $, vu qu'il est deuxième. Donc, c'est sûr que bon, oui, il doit être satisfait de la 3e place en deuxième manche et de la deuxième place au général. Ça met du beurre dans les épinards. Exactement. Moi, Plessinger, c'est plus une surprise, parce que je commence à avoir l'habitude de le voir là, mais c'est vrai que c'est pas, j'ai du mal à me dire que Plessinger, c'est ce genre de pilote qui pourrait presque gagner une manche, tu vois. Ouais. Mais puis alors, moi j'aime pas son style de pilotage. C'est pas ni son style de coupe de cheveux, moi. Ouais, non. Le personnage et tout ne me déplaît pas du tout, en fait. Le personnage cool et tout. Le stéréotype américain cowboy ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que son grand gabarit, tout recourbé sur la moto et tout. Ouais, et je parle pas de technique ou de niveau de pilotage, parce que je le juge pas du tout là-dessus. J'en suis même pas capable. Je parle juste d'esthétique. Ouais. À le regarder, je prends pas de plaisir, quoi. Non, il nous lâche même pas un gros whip parfois en roulant. Même quand il scrub et qu'il est un peu en travers, il est vachement au-dessus de la moto. Et t'as l'impression que limite ses genoux sont au-dessus de la selle quand il est debout, tellement il est grand. Ouais. Non, il est pas très beau à avoir roulé, mais c'est vrai qu'au final, il est quand même assez efficace parce qu'il est... Mais ouais, c'est le genre de pilote qui part de loin, en fait, et puis j'ai l'impression, en fait, qu'il a vraiment grappillé une place par une place. Tu vois, il a pas fait comme un Webb où il était loin sur la YAM en 450, et bam, il passe sur la KT et il gagne le championnat. Lui, c'est vraiment fait progressivement. Déjà sur la YAM, il commençait à grappiller des places aussi en Supercross. Il est passé sur la KT, il a continué avec cette ascension-là, et là, ouais, il arrive. Alors, est-ce qu'il plafonne pas un petit peu, là, justement, à cette porte au niveau du podium? Mais c'est vrai que, ouais, c'est étrange comme progression. Enfin, non, à la fois, je trouve que c'est la plus logique, justement. Mais du coup, ça fait bizarre de le voir là. Il est là, mais sans trop qu'on compte sur lui. Enfin, qu'on mettrait pas trop, justement, dans les pronostics. Mais il est quand même là. Donc, ouais, il a une progression très linéaire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'attend à voir les choses, en vrai. Mais c'est vrai que ça se passe rarement comme ça, en fait. C'est soit des bons, vers le haut ou vers le bas, inversement. Puis c'est rare d'avoir une progression aussi linéaire, mais lente, quand même. Elle est très lente, la progression de Plessinger. C'est que quand il aura 40 ans, il gagnera une manche, quoi. Des fois, quand tu vois des mecs qui progressent petit à petit, mais quand même plus, genre sur le fil d'une saison, tu vois, comme Hunter Lawrence qui se qualifie même pas au premier Supercross et qui gagne une hit en fin de saison et qui fait un podium, je crois, ou 2 de finale, quoi. Mais c'est vrai que lui, c'est sur 3-4 ans, et en même temps, il y a eu des petites blessures, mais pas de grosses blessures qui l'ont vraiment freiné. Là, il s'est fait mal à la fin du Supercross, Plessinger, mais il était de retour pour le début de l'outdoor, et du coup, ouais, il arrive à toujours continuer à progresser un petit peu. Donc, ouais, comme tu dis, peut-être que d'ici la fin de l'année, ou sinon l'année prochaine, on le verra gagner une course d'outdoor,
2 finales de Supercross. Puis dans 3 ans, il sera champion. Bon, il y a encore une petite route là quand même à parcourir. Mais c'est vrai que déjà, on en parlait, je crois, pendant l'épisode de review de Supercross, qu'il faisait penser un peu à Millsaps en 2013, là où il était passé sur la Suzuki Millsaps. Puis il s'était mis dans de bonnes positions au début et il avait gardé la plaque rouge en Supercross pendant un bon petit moment. Anderson, on en avait parlé, on a révélé son petit secret la semaine dernière pendant les pronostics. Il faudra que je vous partage ça sur les réseaux pour ceux qui ont pas 2 heures de Brab Show en eux la semaine. Mais Anderson qui est sur le podium, c'était attendu. Ouais, mais quand même surpris un peu de Anderson là, mais pareil sa progression, je trouve qu'il progresse un peu là au fil des épreuves en outdoor, donc c'est pas mal. Et je trouve il a fait la pole là, non, encore ce week-end. Alors je crois que c'était Hunter au final. Non, à la première, ouais, je crois qu'il a fait la pole à la première. Donc même aux essais assez rapide, et c'est vrai qu'en motocross, on le disait en regardant l'épreuve qu'il en a gagné qu'une seule d'épreuve jusque là. Donc c'est pas trop un pilote de motocross, et là au final il est là, il est devant Ferrandis, et il est là devant Justin Cooper du coup. Oui. Et ouais. Devant Hunter Lawrence. Il a mené pas mal. Ouais, il a mené pas mal aussi de la deuxième manche, lui. Ouais, un petit bout, ouais. Ouais. Et puis après, rester deuxième tout le long, finir deuxième, donc belle perf. C'est vrai que Anderson, il me semble pas qu'il se soit fait mal l'année dernière. La moto n'avait pas changé. Je sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'en 2022, c'est lui qui finit deuxième du championnat et gagne 7 courses en Supercross. Quand Tomac gagne son titre sur la IAM. Oui. Et ensuite, en motocross, je me demande si c'est pas cette année-là qu'il gagne peut-être sa première épreuve. Je crois pas que c'était sur les Husqvarna qu'il gagne son premier général en motocross, Anderson. Donc je pense que c'est en 2022 aussi. Et 2023, alors il y a eu quelques moments où je crois t'as cru qu'il allait faire quelque chose de bien, puis il lui arrive des bricoles. Pour reprendre les termes de DV, c'est un paratonnerre amer. J'adore cette expression qu'il donne. Mais alors, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de malchance, peut-être l'année dernière, mais du coup, jamais là l'année dernière. Et cette année, sur la fin de saison et en Supercross, parfois on le voyait un petit peu, mais bon, jamais vraiment prétendant non plus pour la victoire. Ouais, des podiums ou gagner des hits. Je crois qu'il en a peut-être gagné une ou deux. Et là, pareil, ouais, il nous montre une bonne vitesse aux essais. Et cette fois en manche, moi j'ai l'impression qu'Anderson, de toute façon tu le vois par rapport à l'année où il gagne le titre en Supercross, il a pris des joues. Alors c'est pas parce qu'il est plus épais qu'il est forcément en moins bonne condition physique. C'est deux choses qui sont quand même dissociables jusqu'à un certain point. Il est pas gros non plus, Anderson. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais et c'est là où tu sais peut-être James il parlait du fait qu'il avait embauché Aldon Baker, pas parce qu'il avait besoin de lui, mais parce que pour ce que ça allait, les gens allaient penser de lui et la perception que ça allait donner. Et donc peut-être que là c'est juste une question de perception, mais c'est vrai que le voir avec plus de joues et en plus pas aux avant-postes, j'ai l'impression que je me dis que physiquement il y est pas, tu vois. Et alors c'est sûr qu'il est pas au niveau de Sexton, mais de toute façon personne ne l'est cet été, à part peut-être Jet, mais pas avec un seul bras. Mais et là au final il part devant et il arrive à maintenir sa deuxième place jusqu'à la fin, et il était pas en plus au bord de se faire doubler par le troisième en fin de deuxième manche. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses toi, Anderson, physiquement? Ouais, j'ai pas spécialement remarqué qu'il avait plus de joues qu'avant. Faudrait me mettre deux photos là côte à côte pour que je puisse voir. Mais ouais, c'est pareil, je sais pas, physiquement il m'a pas semblé être vraiment en dessous. Moi, je trouve que c'est un peu en vitesse qu'il en manque un peu, Anderson. Et à la fois, par contre, je le trouve dans les premiers tours, mais du coup, très rapidement, plus à la même vitesse que les autres. Alors que dans les premiers tours, tu le vois se rapprocher parfois de Sexton, parfois d'un mec qui est devant et qui finit en général devant. Mais ça, sur les 3 premiers tours, quoi. Okay. Et donc, je pense pas qu'il ait une condition physique qui lui permette juste de tenir 3 premiers tours. Je pense que c'est plus qu'il doit être assez à l'aise, lui, sur les débuts de manche. Tu vois, justement, faire des sprints comme ça sur le début de manche à la Roxen. À sortir une grosse vitesse dès le début. Et que par la suite, les autres prennent un peu plus de temps à se chauffer, à trouver leurs traces et à augmenter leur vitesse, qui crée le gap un peu avec lui. Mais ouais, je pense pas que ce soit physiquement. Du coup, après, je sais pas, on l'a pas énormément non plus à l'image ou en bataille avec les autres, donc je sais pas trop. C'est vrai que là, il a quand même bien tenu sa deuxième manche.
Donc je sais pas si physiquement il en manque un peu. Mais ouais, je trouve que lui, dans son état d'esprit, enfin déjà il est très objectif, je pense, sur où il se situe par rapport aux autres dans le championnat déjà. Mhm. Et ça, je trouvais que c'était appréciable, pas comme tous, ouais, je veux gagner, je veux gagner. Alors, il va te dire, je veux gagner, mais bon, là, je pense, tu vois, moi, j'avais été surpris quand on leur avait posé la question que Jet avait fait 24-0, il avait gagné 2 premières. Bon, qui pour l'arrêter? Tu penses que c'est qui? Et puis, ils avaient interviewé plusieurs pilotes comme ça. Et que, il avait dit, bah, je pense que mon team aimerait que je dise que c'est moi. Il avait carrément parlé de son team, mais il avait pas dit, bah, j'aimerais bien que ce soit moi. C'est, mon team aimerait que je réponde que ce soit moi. Et je pense que sur certains terrains, en fonction des conditions et tout, je peux être au niveau et potentiellement le battre. Mais sinon, je pense que Sexton est le mieux placé pour le battre. Et je trouvais que, tu vois, d'avoir cette objectivité, parler d'un autre pilote aussi, tu vois, c'est dur de reconnaître qu'un concurrent, justement, on parle d'ascendant psychologique souvent, certains font des trucs sur Insta et tout pour justement montrer aux autres. On va pas dire que je me suis blessé parce que, voilà, psychologiquement, le psychologique. Et lui, il a pas eu de mal à dire, ouais, sur certains terrains, je peux, mais bah sinon, je suis peut-être pas au niveau. Mais un Sexton, en plus, voilà, quelqu'un d'autre peut l'être. Donc, j'avais été assez surpris de cette objectivité et honnêteté. Et du coup, ouais, t'as l'impression que là, il se satisfait un peu de podium, mais à la fois, je vois quand même avec la rage d'avoir plus, tu vois. Parce que dans ses interviews et tout, il dit, j'ai vraiment envie d'être sur le podium. Sur les interviews, pareil, du Supercross, sur quand il était interviewé là, en conférence de presse après, pareil, il disait qu'il voulait vraiment être sur le podium à chaque fois. Donc voilà, il mettait tout en œuvre. Des fois, il roulait un peu agressif et tout, mais il a vraiment envie d'y être, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est content quand il est sur le podium. Là, quand il se fait interviewer, c'est cool et tout, je suis sur le podium, enfin, voilà, je l'ai manqué de peu les autres fois et tout, là, je suis sur le podium. Mais quand même, je le vois avec cette envie d'aller chercher plus, quoi. Pas, je me contente de ça, et c'est bien, voilà, on reste là, moi, ça me va. Quand même, avec cette envie d'aller chercher un peu plus loin, et ouais, je le vois quand même comme quelqu'un de déterminé. Et puis, tu vois, je le vois comme ce pilote tout seul, pas d'amis, parce que du coup, il est pas trop aimé non plus des autres, vu que ça roule un peu agressif. Mais qui se donne les moyens et qui doit s'arracher la semaine pour aller justement grappiller des dixièmes et essayer de se rapprocher malgré sans doute qu'ils sont en fin de carrière quand même. Enfin, tu vois, c'est de toute façon plus proche de la fin que du début. Ouais. Mais parce que je sais pas quel âge ça lui fait. Anderson, je crois qu'il a un petit 30 ans aussi, peut-être 31. Et après, il a dit, il avait fait une vidéo pour Monster où il roulait à l'entraînement et tout, et il parlait un petit peu, et où il disait que il avait pas vraiment envie de s'arrêter prochainement, quoi, qu'il avait envie de continuer longtemps. Et déjà, c'était pour ça aussi qu'il avait quitté Aldon Baker, parce que il y a beaucoup de pilotes qui sont cramés à rouler chez Baker et à s'entraîner un peu comme des fous là-bas, et que lui, il voulait avoir un peu de longévité dans sa carrière. Et donc oui, il est quand même plus vers la fin que le début, mais bon, je serais pas surpris qu'on le voit encore au moins 2 ans. Non, mais voilà, même 2 ans. Enfin, quand tu sais qu'il te reste 2 ans, enfin, à part un Thomas, je pense qu'il était encore au niveau et qui a gagné tardivement des titres, tu vois, mais je me pose toujours la question, souvent les pilotes, est-ce que lui, son objectif, c'est encore le titre, tu vois? Est-ce que, alors, Anderson? Quand on demande. À mon avis, l'année prochaine, l'outdoor, non, parce que je pense que même en entrant, après sa saison de Supercross, il savait que ce serait compliqué, surtout que, bon, il y avait Jet et puis il y avait Sexton. Mais surtout, moi, je pense que Anderson, il est quand même de mieux en mieux. Il est en train de marquer des points pour bien se placer avant la première épreuve du Super Motocross. Et je pense que il se dit que sur un petit championnat à 3 courses où tu triples les points à la dernière, un petit bloc pass sur Jet dans un à mon avis, Anderson, il se dit qu'il y a moyen, quoi. Un Jet qui va en plus revenir avec peu de préparation, en tout cas spécifique. Bon, Sexton, il est fort, mais voilà, il est en train de petit à petit, je pense que dans sa tête, il se dit, j'y suis pas, mais je réduis l'écart petit à petit. Donc peut-être qu'il se dit qu'il va pouvoir réduire pour être, il va pas dominer le Super Motocross, mais peut-être qu'il se dit qu'il a moyen de se mettre dans une bonne position et de rivaliser, quoi. Ouais. Puis après, tu vois, si t'as que un mec qui est vraiment plus fort que toi, mais encore une fois, on sait jamais ce qui peut arriver, donc c'est des manches un petit peu plus courtes en Super Motocross. C'est plus typé Supercross qui lui convient plus aussi. Donc je pense que ça peut le mettre en tout cas bien en confiance pour attaquer les 3 dernières. Et je vous le dis tout de suite sur le Brap Show, je me lance, mais Anderson champion C10. Non, je dis pas qu'il va l'être, mais s'il l'est, je serais pas si surpris que ça. Tu vois, tu me l'aurais dit au mois de mars, je t'aurais dit c'est tout, j'aurais juste dit mais tu me dis ça maintenant,
je vois comment ça s'est développé et comment c'est possible en fait. Dans quelles conditions c'est. Non, toi t'y crois pas. Non, parce Aucune chance. Roxane y revient pour la CMX. Roxane y revient, Thomas qui revient, Webb y revient. Sexton, Jet, voilà. Mais là, j'en vois. Ce qu'il y a, c'est que chaque point compte dans un championnat, même quand tu triples les points. Ouais, et que Anderson, là, il est parti arrive pour avec au moins 22 points. Ouais, là, pour l'instant, 20. Mais il devrait pouvoir doubler Jet puisqu'il a une vingtaine de points, je crois, encore à marquer avant de doubler Jet au championnat combiné. Donc ouais, je pense que... Alors que Tomac et Webb et Roxane, ils sont au-delà de la 10e place, je crois. Donc pas beaucoup de points quoi avant la première épreuve. Ouais. Donc tu vois, s'il en gagne une et qu'il fait 2 podiums, en fait, il y a moyen. Selon ensuite, ça va vraiment être une question de est-ce que Jet et Sexton vont bien performer sur les 3, tu vois. Ouais. Bon, écoute, à voir. De toute façon, c'est de la spéculation. Justin Cooper, 3e, 7e pour 5e du général. Bah, c'est bien, hein, c'est pas mal. En plus, 7e, mais il était bien parti en deuxième manche parce que Anderson prend sa petite promo là, 2 pour le prix d'un. Et dans les deux, bah c'était Justin Cooper. Donc après, il a dû faire une petite chute qu'on n'a pas vue. C'est vrai que je me rappelle le voir à un moment donné qu'il est 12 ou 13 même sur le petit classement à gauche. Donc bon, il remonte 7. Il fait 5e, c'est correct quand tu chutes. De toute façon, on s'attend pas à ce qu'un Cooper il revienne de la 12e à la 2e place quoi. Et c'est normal. Ferrandis 6-5 pour 6e. Allez, je te laisse la place. Comme d'hab, plus de surprise, c'est pareil. Enfin, des meilleurs départs, mais toujours aux mêmes positions. Donc, je pense que lui-même n'est pas content parce que ça fait au moins 3 courses qu'on a 0 interview sur le Big USA. Bon, de toute façon, aux autres, à part quand il gagne et que du coup les médias américains viennent le voir, ils donnent pas tellement d'interviews. Enfin, tu vois rarement des interviews sur YouTube, même de médias américains, de Dylan Ferrandis. Donc, je pense qu'il y a de l'insatisfaction, ouais, de toute façon, de son côté aussi. DV Musquin parlait du fait que il en manquait physiquement. DV la semaine dernière sur le Pulp Mix Show disait que quand tu cherches à préparer à faire la moto tip top, tu testes, mais tu fais pas tes manches et les jours où tu testes, c'est du temps aussi qui est pris a priori sur ton entraînement physique que tu peux pas faire parce que technique parce que moi je pense de toute façon il y a pas que on le voit en vitesse pure je veux dire même aux essais il est toujours autour de ces places là aussi. Et c'est ce que j'allais y venir, c'est qu'effectivement il y a pas l'air d'y avoir juste un problème physique quoi, c'est que de toute façon l'écart qu'il perd au fur et à mesure des tours, il a l'air de perdre plus d'une seconde chaque tour. Et puis il y avait une épreuve de 3 ou 4 semaines peut-être là où il prenait 5 secondes aux essais, je t'avais dit 5 secondes au tour aux essais sur un seul tour, donc là il y a pas de physique, on est aux essais. Alors après voilà, des fois tu te retrouves avec une mauvaise configuration aux essais, tu changes le tout là, le pack suspat à morteau et puis tu réduis à 2-3 secondes, mais bon 5 secondes voilà, quand t'es 1 seconde derrière, ok, ça se fait des réglages de moto et pour passer devant. Mais 5 secondes, voilà, il n'y a pas juste du réglage moto, il n'y a pas juste du physique, là, parce que c'est sur un tour chrono. Donc, même en vitesse, il est loin. Bah ouais. Moi, en plus, voilà, on ne voit pas spécialement progresser, là, pour le coup. Il n'y a pas de progression depuis le début de saison. Non. Au contraire, elle a commencé en faisant 4 quand il y avait tout le monde. Enfin, encore Jet, quoi, en tout cas. Et il était aux portes du podium. Je pense que même lui, du coup, à ce moment-là, il se disait, bon, c'est une place de moins que l'année dernière, donc c'est quand même un peu moins bien. Il était visiblement un peu déçu. Il aurait au moins aimé commencer sur le podium. Et je pense qu'il s'attendait, du coup, après à concurrencer pour la gagne, sans doute. Mais moi, je suis surpris de ça qu'il tombe venu comme ça, parce que, encore une fois, bon, je sais pas quelle est la fréquence d'entraînement avec les Lorenz. Si en motocross aussi, ils s'entraînent avec eux, toujours au terrain, là-bas. Ouais, je sais pas s'ils roulent beaucoup ensemble, en fait. Ils roulent au même endroit, mais je sais pas s'ils sont sur la piste au même moment. Ça doit arriver parfois, mais je sais pas si c'est si souvent que ça, quoi. Ouais. Donc, parce que ça te permet de te comparer déjà. Et puis ça se trouve que sur la piste au dog pound là, quand elle est qui doit pas être très défoncée parce qu'ils sont peut-être 5 ou 6 à s'entraîner et que la piste ils la connaissent tous par cœur, peut-être qu'il y a que 1 seconde ou une demi-seconde autour de moins, tu vois, et que quand on arrive sur des pistes d'outdoor où là c'est complètement défoncé et qu'il fait chaud et que tu t'entraînes pas à 9h le matin pour éviter la chaleur et tout, peut-être que là c'est plus pareil quoi, et
qu'ils ont du mal. Alors oui, bon, c'est vrai que c'est un team qui fait l'Outdoor 450 pour la première fois. Cependant, je suis d'accord avec toi que par rapport à la première épreuve où on avait décortiqué des chronos et où il y avait quand même des signes encourageants, là on n'a pas regardé le tour par tour de Dylan, mais de toute façon on voit en regardant la course qu'il n'y a pas ces mêmes signes, et c'est vrai qu'il n'y a même pas de progression au fil du championnat. Alors bon, après effectivement de toute façon il donne pas tellement de nouvelles, donc peut-être qu'il y a autre chose encore, hein. Peut-être que finalement il est toujours malade, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas juste une question de pas aller sur la moto. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est décevant pour lui. Malcolm Stewart fait 7e avec une 10e et une 6e place. Donc bon, il reste un petit peu dans ses positions, lui pour le coup. Enfin de toute façon, voilà, Malcolm juste derrière Dylan, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Craig est 9e avec une 7e et une 12e place. C'est un peu moins bien que les deux dernières épreuves, mais ça reste bien pour lui avec la saison qu'il a eue et le retour de blessure, quoi. Et Noren, 8e avec 8-8, pilote privé lui aussi sur la Kawa. Ouais. Il a souvent surpris lui en motocross. Enfin, du coup, je sais pas si ça reste une surprise quand c'est souvent, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que Noren, je me souviens, c'est en motocross que je le voyais justement faire des top 10 quand il y avait aussi Tomac et tout, enfin, qu'il y avait des noms. Et que, en fait, c'est là que j'ai découvert, j'ai dit, c'est qui lui qui fait des top 10 justement avec une moto privée du coup, lui, c'est plus compliqué en supercross, mais en motocross, il a toujours été plutôt bon, hein. Je pense que Noren, 8e, c'est peut-être sa place en termes de vitesse et tout ça. Et je crois que c'est le genre de mec qui se met souvent par terre aussi, en fait. Ouais. Et qui, du coup, ça se met un peu en travers de ses résultats, de ce que j'ai pu entendre dire. Alors, je disais que Washougal, au final, il s'est pas passé énormément de choses, mais mine de rien, on a bien décortiqué la catégorie 450. On va parler un petit peu des 250, parce que c'est quand même la catégorie la plus intéressante. C'est les motos sur lesquelles on roule. Je sais pas si toi, t'as prévu de t'acheter un jour une 450 et de passer en 450 en pilote du dimanche matin. Moi, j'avoue que quand j'étais très jeune, je me disais, ouais, vers 22 ans, faudrait que je passe en 450 et tout, tu sais, comme les pros, même si je savais que je serais jamais pro, mais dans ma tête, c'était comme ça, fallait que je suive un petit peu la même marche. Puis un jour, j'ai réalisé que j'aurais jamais le niveau pour rouler avec une 450, genre ça sert à rien. Pour moi, déjà, j'ai une 250 toute d'origine, je pourrais aller bien plus vite que ce que je fais. Maintenant, moi, mon but, c'est vraiment de me faire plaisir, et la 250, c'est très bien pour ça, quoi. Mais alors toi, petite 450 un jour, ou pour essayer peut-être une année, une saison, ou même pas? On m'a posé la question, je crois que c'est Tonton qui m'avait posé la question. Ouais. Et je me suis dit, je suis pas sûr un jour de passer sur une 450, mais à la fois, j'aimerais bien quand même me faire un petit roulage en 450, donc je pense que le jour où il y a des sponsors sur le Brab Show et qu'on gagne de l'oseille, peut-être qu'en plus de la 250, tu vois, une petite 450, mais ou pas en même temps, tu vois, mais quelques temps en fait, pas toute une saison, tu vois. Une demi-saison. Ouais, ou peut-être un hiver, tiens, faire un hiver sur une 450 là, se faire les bras. Ouais, ça coûte un petit peu moins d'argent en entretien quand tu roules dans la Non, mais Gado même pas, et justement pour se dire ouais, j'ai roulé un peu en 450, c'est un peu la 450 quoi, et se dire je roule en 450, faire un post Instagram en disant 450 quoi. Tu fais un hiver dans le sable en 250, il te faut 2 pistons déjà. Oui, voilà, ouais. Alors, si tu prends la 4,5, t'en changes pas. Non. Alors, 250, j'ai été hyper surpris parce que Digan a gagné. Et non, ouais, sans surprise. Ça avait très bien commencé pour notre Tommy. J'étais là, j'y croyais. Franchement, je me suis dit, c'est peut-être la première victoire de l'année pour Tom Gall en motocross. Il n'en était rien. Alors, belle première manche de Tom, qui part devant. Digan nous fait une petite chute sextonesque dans une ornière. Tente de recoller, revient deuxième, et pendant un temps l'écart il arrivait presque à revenir un peu, même si jamais de quoi inquiéter Vial. Puis en fin de manche il a lâché quoi. Je pense qu'il a tenté de pousser une dernière fois, il faisait beaucoup d'erreurs, et puis il s'est dit bon écoute, deuxième ce sera bien pour la première. Au final il revient, il dit qu'il allait changer des petits trucs dans les suspensions. Il revient en deuxième manche et puis il tabasse tout le monde quoi. Il leur a mis 14 secondes. Le panoteur a écrit 14 secondes, tu leur as montré. Digan ça faisait 2 courses qu'il n'était pas sur le podium, je crois. Milleville, il n'était pas sur le podium. Après, évidemment, quoique, attends. Si, Milleville, il était
forcément. Non, parce que la première manche, il fait pas une belle première manche. Au final, il revient 4 en deuxième. Mais Ouais. en première manche, il fait pas une très belle première manche, Digan. Non, je me souviens pas exactement ce qui s'est passé en première. Donc, il y a moyen que, ouais, il ait raté le... Parce que de toute façon, c'est pas hyper compliqué. Millville, ça a été Kitchen, Corcoran et Shimoda encore en troisième. Donc, ouais, il avait raté le podium à Millville. Je crois qu'il avait raté le podium... À Redbud. Il a raté le podium à Redbud. Ouais, donc, oui, il est monté sur le podium de la manche en première manche. Et en deuxième manche, il finit 7 après se prendre la moto du mec du retardataire qui tombe et le drapeau qui est pas agité, tout ça. Donc Digan qui retrouve le podium et la plus haute marche, ça doit lui faire du bien quand même. Ouais, c'est sûr. Il doit être content et puis surtout voilà d'avoir battu cette fois-ci Tom Vial qui se sentait bien en plus pour le coup, qui était devant à la régulière une fois de plus quoi. Enfin, c'est vrai que ces derniers temps Vial il partait plutôt de derrière et lui essayait de s'accrocher, de revenir, de doubler. Et là, il est parti devant. En première manche, en plus, enfin, il a affiché un gros rythme, hein, parce que les deux se sont détachés du peloton, là. Et en deuxième manche, un peu même scénario, quoi. Sauf que cette fois-ci, il est revenu, il a doublé, il a mis 14 secondes, donc bon week-end pour lui. Hein. Encore une fois, il perd pas de points sur la deuxième place. Il agrandit son écart, même puisque c'était Kitchen Vial n'a pas gagné un point sur lui depuis le début de saison. Mais ouais, c'est vrai. Il reste 3 épreuves et ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ah, le titre, ça le fait pas depuis un moment. Mais une victoire d'épreuve, quand même. Moi, ça J'y crois à Yunadila. Ça me ferait mal aux fesses qu'il en gagne pas une. Ouais. J'y crois à Yunadila. Les Américains, ils disent toujours que c'est une piste un peu type européenne où les pilotes européens performent bien. Ou cela, c'est pareil. Là, les pilotes européens sont pas forcément d'accord. C'était de l'ornière, de la terre. Bon, après, l'ornière aux États-Unis, ils ont l'habitude aussi, mais c'est vrai que plus molle, quoi, d'habitude. Ouais, un peu plus sablonneux, enfin, un peu différent, je trouve. Ouais, que dire de plus d'Igan et Vial? C'est tout, hein. Écoute, Vial ne s'est pas mis par terre, il a donné. Et après, c'est un peu déjà ce que je disais la dernière fois, hein, c'est que, c'est sûr que, en tant que supporter français et supporter de Tom Vial, on aimerait le voir, tout donner et fumer tout le monde, mais la vérité, c'est peut-être que cette année, en motocross, Digan est meilleur, quoi. En fait, Tom, il peut donner à 100% et bien partir et pas tomber. Et, en première manche, ça a suffi, mais voilà, en deuxième manche, ça a pas suffi et il est possible que de toute façon, la plupart du temps, ça suffira pas, quoi. C'est possible. Mais ouais. Un truc qui m'avait un peu surpris, c'est quand il avait dit, il y a beaucoup de bonnes motos en motocross US par rapport au MXGP. Mais un peu nul comme commentaire. Je crois pas qu'on en avait parlé sur le podcast. Je sais plus si on en avait parlé sur le podcast, mais ouais, et puis même au début de saison, on avait dit la star elle fonctionne quoi. Elle marche. Ma moto elle marche aussi, mais enfin, il te disait clairement dans l'interview de Le Big que sa moto marchait, la Yam marchait mieux que sa KT. Il te le disait clairement, c'était pas un sous-entendu en mode la Yam, il dit dans la ligne droite tout, tu vois la Yam elle fonctionne et tout. Et là tu te dis j'espère qu'il y a personne qui traduit ou que De Coster il est pas en train d'écouter parce que sinon lui il a plus de guidon dans 2 ans. Mais après De Coster il le sait, hein, je pense que c'est pas lui qui dira t'as mal parlé de KT, c'est les gens au-dessus de De Coster, je pense qu'ils diront faut pas dire ça. Ouais, je sais pas qui donne les ordres et tout, mais ouais. Enfin bon, du coup il a mis pas mal là-dessus, mais ouais je pense que après 250 450 c'est différent, mais Sexton il te montre qu'une KT ça peut fonctionner aussi, et pourtant quand tu voyais un web peut-être l'année dernière tu te diras la KT voilà une nouvelle fois quand tu la vois pas gagner et que mais bon la moto ne fait pas le pilote non plus, et je pense que Sexton nous le montre, il était au top avec une Honda, il passe sur une KT, il est au top aussi, et je crois que tu pourras le mettre sur une Yam, enfin ouais c'est... Mais là où ça diffère beaucoup, c'est que oui, enfin, en 450, ça va plus être une question de maniabilité et de répartition de la puissance pour mettre le pilote à l'aise, mais en 250, ils sont vraiment tout le temps en quête de plus de puissance, quoi. Et c'est vrai que à ce jeu-là, moins maintenant, mais les années précédentes, les Yamaha Star Racing avaient l'air d'avoir quand même un bon avantage. Depuis la fin de l'année dernière, les Kawa quand même ont l'air d'avoir quand même des chevaux aussi. Les Honda l'année dernière, Hunter avait pas l'air d'être trop handicapé, et puis Joe nous montre qu'il est capable de revenir de loin, donc c'est pas un poumon comme dit tonton. Mais oui, après je pense que est-ce que tu penses que tu mets Vial sur une Yam, il bat Digan? Non. Non,
Moi, je pense que faut arrêter de se chercher des excuses. Digan est meilleur cette année, donc il y a juste à aller à l'entraînement et redoubler d'efforts pour. Mais est-ce que tu penses que là, à 3 courses, donc on part du principe que Digan est meilleur, ce qui est probablement le cas, à 3 courses de la fin et 5 semaines de la fin, parce qu'ils ont 2 semaines, ils ont même 2 week-ends off. Donc, si je me trompe pas, ils ont 2 week-ends off, donc ils vont avoir 3 semaines. Là, on est en début de semaine, ils vont avoir 3 semaines avant la prochaine course. Puis encore oui, donc si c'est ça, il reste 5 semaines avant la dernière épreuve d'outdoor. Est-ce que en 5 semaines, il y a moyen de trouver la solution pour devenir meilleur que Digan cette année, ou cette année tu peux juste essayer de réduire l'écart et il va falloir bosser cet hiver pour changer la donne? Bah écoute, quand on l'a vu là, justement, premièrement, on a l'air de voir un Vial justement en forme, que la piste lui plaît, justement, qu'il est à l'aise, qu'il pousse. Pareil, voilà, sur les sauts, les amortir et tout, ça montre qu'il est à l'aise. La butte avant d'atterrir dans le sable, pareil, en travers et tout, ça te montre qu'il est à l'aise sur la piste. Donc quand il est à l'aise et que visiblement tout est réuni et que sa moto a l'air de lui convenir, etc., bah en deuxième manche, il se fait doubler et il finit 14 secondes derrière. Moi, je pense qu'on peut juste réduire l'écart quand on prend 14 secondes sur une manche alors qu'on est parti devant, qu'on a eu l'avantage de partir devant. Je pense que c'est juste réduire l'écart. Là, Si, on va parler quand même du dépassement du coup de Digan qu'on a rapidement abordé au début de l'épisode, mais ça t'a pas surpris, toi, de voir... C'était sa trace à Vial, on l'a vu le tour d'avant, et peut-être même encore un tour avant. Vial, il prenait pas les 2 petites bosses avant le virage à droite et les ornières les plus à l'intérieur. Il prenait une ornière plus au milieu, qui effectivement avait l'air, quand tu les regardais rouler, d'être moins défoncé, de lui permettre d'avoir une meilleure accélération pour passer sur la table, même s'il faisait plus de distance. Et qu'il y a beaucoup de pilotes qui avaient l'air d'être un peu chahutés dans les ornières à l'intérieur. Mais quand t'as Digan aussi proche, tu dois prendre l'ornière intérieure, même si elle est pourrie. Bah oui et non, parce que si elle est pourrie, enfin on a vu qui est-ce qu'on a vu dans le virage juste avant celui-là, il me semble, dépasser par l'extérieur. Sexton sur Anderson en deuxième manche. Ouais, c'est pas arrivé en 250 aussi Peut-être, mais ouais, déjà il y a Sexton sur Anderson en deuxième manche. Voilà. Si, il y a peut-être Hansty mais ouais, il me semble, j'ai fait wow, comme ça là, j'ai Ouais, je sais plus, mais enfin bon voilà. Non, quand t'as fait wow, il me semble que c'était pour Sexton parce que Carmichael a eu la même réaction que toi et j'avais dit. Mais voilà, donc c'est qu'au final, et c'est vrai que celle à l'intérieur dans le virage d'avant aussi, elle était très creusée, pas très fluide, alors que celle que prenait Sexton derrière, elle faisait un beau virage, elle avait l'air d'être fluide, et donc potentiellement de rentrer avec plus de vitesse que l'autre qui faisait plusieurs angles fermés, un peu creusés avec des bosses comme ça. Donc c'était le chemin le plus court, mais si le chemin le plus court, tu le prends 2 fois moins vite que un chemin 1,5 fois plus long. Enfin, tu vois, faire un peu des chiffres et faire genre on parle de trucs techniques, et ben ça gagne pas. Donc moi je pense que c'est pareil quand t'es devant. Du coup c'est dur de voir au tour précédent par exemple que Digan, enfin pourtant la Yam effectivement tu l'entends pour le coup, et Digan particulièrement. Donc peut-être qu'il avait moyen. Après c'est pareil s'il avait senti le tour précédent que sur cette table là il revenait vachement avec ce virage là, il aurait sûrement switché, mais moi tu vois ça fait pas comme quand t'avais eu cette réflexion là, c'est quand il s'est fait sortir un petit peu par Digan justement là, je sais plus quel jet était encore là quand c'est arrivé là, le dépassement où il saute un peu dans l'intérieur là, où Sexton lui tombe en essayant de doubler, voilà, il essaie de faire la même et il tombe. Thunder Valley. Voilà, ici tu vois il a vu la première fois où c'était chaud déjà. T'as Digan qui est arrivé et il l'a vu sa roue avant, il a vu que Digan était pas loin. Et effectivement, quand le tour suivant, il reprend encore à l'extérieur, tu dis, là, tu l'as vu. Tu l'as vu proche de toi, à mon avis, t'as dû avoir chaud pour ta guibole quand même. Parce que Digan, il y allait encore, il avait une moto de retard, mais il était là. Donc là, ouais, ça paraît un peu stupide de retourner encore dans l'extérieur et de pas prendre même plus lentement, juste pour bloquer cette trace à l'intérieur et ne pas lui permettre de, lui faire le trajet le plus long, tu vois. Là, c'est surprenant. Là, dans une ornière comme ça, tu te dis, voilà, si lui il avait un bon flow et qu'il se sentait plus rapide par là, il switch dans l'intérieur, peut-être que Digan lui il prend sa trace qui est fluide et en plus il a l'intérieur au virage suivant, tu vois. Mais tu penses que le tour d'avant Vial remarque pas, n'entend pas, ne ressent pas que la trace de Digan lui est plus intérieure, même si elle est pas meilleure. Est-ce que tu penses pas que Vial il sait que lui il prend cette trace là et que Digan lui il prend une trace plus à l'intérieur? Ouais. C'est là que je te dis, s'il sait qu'il est là, qui même potentiellement il recolle à cet endroit-là,
effectivement, c'est un peu stupide de pas la prendre même, pour lui bloquer la trace, voilà, même si lui, il est même pas plus sans rapide. recoller, voilà. Même si Ouais, mais lui bloquer la trace, reste pareil. si lui est 2 fois moins rapide, et du coup, lui ouvrir une trace qui est bonne, celle qu'il prenait, parce que lui, quand il l'apprend qu'il est premier, il juge qu'elle est bonne, qu'elle est fluide, qu'il a de la vitesse dedans, qu'il ressort bien, qu'il a l'intérieur au virage suivant. Eh ben, il se dit, si je lui donne cette trace-là, alors qu'il est juste derrière moi, et que moi j'en prends une autre, potentiellement que je découvre ou qui est moins bonne, bah, il va peut-être pouvoir me prendre dans l'extérieur ou arriver, enfin, en même temps que moi dans le virage, tu vois. Oui, mais. Et donc, j'ai pas d'intérêt à aller prendre une trace où je vais être moins rapide, alors que lui, je vais lui donner celle qui est plus rapide, selon lui, hein, tu vois, parce que c'est celle qu'il prend, donc pour lui, c'est celle qui est la plus rapide. Et avec ses qualités techniques et sa façon de passer dans ce virage-là, c'est celle qui lui convenait le mieux et qui, selon lui, était le plus rapide. Mais si, par contre, oui, effectivement, tu le ressens, tu l'entends, bah, hop, faut switcher. Et après, bon, peut-être qu'on arrive encore toujours à ce qu'on dit, où c'est difficile aussi quand t'es sur la piste de penser à plein de choses et du coup de penser, et merde, ça se trouve, il y a pensé quand il allait dans l'extérieur, il s'est dit, putain, je devais aller dans l'inter, là, et hop, c'est mort. Je sais pas. Ouais, c'est possible. C'est vrai que, il y a deux approches possibles. Soit, donc, quand on part du principe qu'il sait que la trace de Digan est plus à l'intérieur, mais qu'il gagne pas de temps, forcément. Tu te dis, soit, non, bah, je garde ma trace parce que je sais que de toute façon, il gagne pas de temps et j'essaie de vraiment bien prendre ma trace pour garder l'avantage parce que au moment où ils entrent dans le virage, c'est vrai que Vial est vraiment juste devant parce qu'il y a peut-être une roue qui les sépare, quoi. Mais moi, je serais plus de l'avis là, il est beaucoup trop près. Lui, le tour d'avant, il a vu que je prenais plus à l'extérieur. Donc là, je vais changer. Il va être surpris. Soit je l'enquiquine, soit il va devoir, lui, aller prendre ma trace, mais il va devoir faire un ajustement de dernière minute pour aller à l'extérieur. Et donc, de toute façon, je devrais être OK pour un virage de plus, quoi. Donc moi, c'est vrai que quand le pilote derrière toi est si près, je pense que là, il faut l'enquiquiner et lui prendre sa trace et ensuite essayer de remettre un écart plus loin sur la piste, quoi. Ouais. Mais surtout que c'est vraiment cette portion-là, moi j'avais dit, c'est que toute la portion depuis le saut d'arrivée, là il perdait de ouf, Vial. À chaque fois il arrivait à reprendre un écart au début, et dès qu'on arrivait dans cette portion-là, il arrivait dans sa roue avant le gauche déjà, et donc là c'est ce qui lui a permis d'arriver presque en même temps que lui dans le virage, en prenant l'intérieur Digan, et de ressortir à peu près au même niveau, mais avec un petit temps d'avance sur la petite table. Ouais, donc bon après Vial, je pense, n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps, quoi, mais je pense pas qu'il aurait été capable de contenir Digan toute la manche s'il se faisait pas doubler à ce moment-là. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il a pas défendu sa place et qu'il a un petit peu il a pas lâché, mais ouais, t'as envie qu'ils soient un petit peu plus alertes et que même si c'est juste pour un virage ou 2 virages de plus, qu'il aille enquiquiner l'adversaire juste pour 1 ou 2 virages de plus, quoi. Ouais. Et que juste rester dans ses traces et essayer de juste aller plus vite pour rester devant. Ouais, ce serait curieux de savoir si justement son ressenti, est-ce qu'il l'a entendu, est-ce qu'il savait qu'il prenait cette trace-là déjà avant de se faire doubler les tours précédents. Je sais pas. Bon, troisième, Joe Shimoda, qui fait 3-3 avec des départs corrects, un petit peu au-delà du top 5, mais dans le top 10. Il confirme un petit peu sa forme actuelle, quoi. Ouais. On a 2 pilotes gas dans le top 5 ce week-end. Ryder Di Francesco et Pierce Brown. Ça, c'est surprenant. Surtout Di Francesco, ouais, c'est sa première année en outdoor. Mais je crois pas. Alors peut-être que je me trompe. Ou alors il en a fait peut-être quelques-unes l'année dernière. Sur la Kawa, mais... oui. En fait, il était chez Kawa avant. Oui, c'est vrai. Avec la Kawa, il est. Ouais, donc non, ça doit pas être sa première. Bon, ouais, mais c'est vrai que je voyais encore justement là, moi ça a été un peu ma surprise en 250 parce que je le vois encore jeune, débuter en fait, mais je pense que c'était. Mais non, même en Supercross, du coup, c'était pas sa première année. Et je crois pas, mais je crois qu'il a été beaucoup blessé l'année dernière. Blessé, sinon, il a pas fait beaucoup de courses. Donc bon, ouais, je le vois un peu comme les jeunes encore qui vient de monter chez les pros, donc c'est pour ça que je vais dire 4ème au pied du podium, c'est une bonne perf. Ok, et Pierce Brown 5ème. Pierce Brown, lui, pour le coup, il est là depuis longtemps et il y a rien, quoi. Ouais. Ça progresse pas. Ou peut-être il va nous faire une Plessinger, quoi. Il va vraiment monter progressivement. Alors, il devrait aller chez Star l'année prochaine. Peut-être que ça va le débloquer, mais parce qu'il paraît que chez Star, ça secoue un peu. Donc, il va faire la course 3 fois par semaine à l'entraînement avec tous les autres teammates, là, parce que de toute façon, ils sont 15 déjà. Donc ouais, c'est sûr que peut-être que ça va lui donner plus de niaque, mais ouais, Pierce Brown, c'est sa meilleure perf de l'année, je crois, là, 5ème place.
C'est un mec qui est dans sa 3e ou 4e année en 250 maintenant quand même. Donc, 4e, parce qu'en 2020, quand Moreau devait y aller, ils étaient coéquipiers. Ouais. Ils étaient bien potes tous les deux. Donc c'est peut-être même sa 5e. Ah ouais, potentiellement, qu'il était peut-être déjà un an avant. Donc oui, au final, 5e pour Pierce Brown, c'est pour Pierce Brown. 5e pour Pierce Brown, ça progresse par rapport au début d'année, mais bon, il serait temps de faire mieux. Ouais. Kitchen, c'est ma déception. Non, je suis déçu. Le départ pourri en première manche. Pour finir 12, mais alors en plus, il aurait pu faire mieux s'il n'était pas sorti de la piste quand ils étaient 4 à se battre pour la 10e place, je crois, à un moment donné, en première manche. En deuxième manche, il fait 4, ce qui est en deçà des espérances de toute façon. Après, non, moi je pensais que Kitchen était là, quoi. Après la course de la semaine dernière, je croyais qu'il a dit qu'il avait pris du temps du coup pour vraiment régler la moto, parce que de toute façon, il a un contrat de 2 ans avec Kawa et que vu qu'il était plus trop dans la discussion pour le titre, il s'est dit on va tester et tout jusqu'à trouver une bonne base et comme ça, on sera vraiment OP pour l'année prochaine. Elle change à 2025. Et là, y a rien. Ouais, en plus en 250, c'est vrai que ça change l'année prochaine. Oui, et d'ailleurs c'est ce que je voulais mentionner rapidement par rapport à Anderson, c'est que c'est vrai que autant cette année qu'il galère un petit peu, ça se comprend parce que la moto a changé pour lui, mais l'année dernière c'est vrai que la baisse de résultats par rapport à l'année précédente, super. Mais je me souviens que l'année dernière en Supercross, il était dans les problèmes dès le début aussi avec Barcia, là il s'était pris une amende et tout, genre il se mettait à bloc passer tout le monde, donc au final les mecs ils lui rendaient aussi, enfin il a eu des galères comme ça et à vouloir bloc passer Barcia aussi, il s'était mis par terre plusieurs fois avec lui, sans lui, enfin je me souviens que je m'étais dit mais dès le début de saison, il s'est mis dans une mauvaise dynamique. Il était là plus contre les autres plutôt que de faire sa course et d'essayer d'aller gagner le lancer championnat, tu vois, j'ai l'impression qu'il je pense que c'est un peu sa façon de faire sa course, genre quand il faut doubler un mec, il y va quoi. Après peut-être qu'il y a eu 2-3 dépassements qui se sont pas trop bien passés. Mais je crois qu'il avait les nerfs contre Barcia, mais je sais pas, peut-être qu'il a liké Barcia, il a liké un post de sa meuf pendant la trêve hivernale, mais il est arrivé début de saison, j'ai l'impression que Barcia pour une fois n'avait pas fait grand-chose en particulier, ou peut-être quelque chose aux essais qu'on n'a pas vu, tu vois, mais bon, en général, t'as des vidéos sur Insta, des trucs comme ça qui sortent, tu vois. Je pense que le premier dépassement, c'est juste que Anderson, il a traité Barcia comme n'importe quel autre gus sur la piste et que Anderson aussi, il y va, quoi. Ouais. Et sauf que Barcia, il avait pas trop aimé, mais en plus, je crois qu'il avait pas forcément mis quoi que ce soit sur les réseaux, Barcia, mais peut-être qu'il s'était un petit peu plaint dans les paddocks ou quoi. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle que pendant Anderson, 3-4 week-ends, cette chouin, elle peut mettre des coups, mais elle sait pas en recevoir et tout, quoi. Oui, voilà, oui, il me semble qu'il avait mis un post comme ça, là, qu'il avait rien dit encore. Ouais, purée, mais voilà, c'est un peu comme Digan avec Aymas, genre, le mec, il est là, tout gentil, t'as l'impression qu'il sort de l'école avec, je le vois bien avec un petit sac à dos, Aymas, aller faire sa petite course de moto, prendre plaisir avec les copains. Avec son petit goûter, là, voilà, sa pote. 14 ans, il vient d'avoir le brevet. Et l'autre, il est là, il veut me sortir, il roule dirty avec moi et tout. Du coup, il parle, lui, je calcule pas, je fais ma course, moi. Je viens récupérer ma petite coupe. J'ai laissé ma cheville dans le premier virage. Voilà, l'autre, il me roule sur la cheville et encore, il m'engueule quand et regarde où tu roules, connard. Je sais pas, moi. Non, il y a des mecs, des fois, Anderson, c'est pareil, genre, il avait câblé, je te dis, il y a des fois des trucs il l'avait pris pour il l'avait traité comme ça, genre, parce qu'il avait rien demandé. Après, on sait pas, il avait rien demandé sur les réseaux. Oui, ça se trouve, il était allé dans les paddocks dire ouais, t'es sérieux là? Parce que c'est pareil, quoi, avec Thomas, c'était déjà plein et tout, cette vidéo, je l'ai revue plein de fois, genre, avec le rire de Thomas, là, qui était stupéfait. Thomas qui lui dit, est-ce que t'as déjà passé quelqu'un de proprement? Et Mars qui dit, cette année? Cette année? Oui! Mais oui! Arrête, je l'ai fait 2 fois, tu devrais l'avoir eu, arrête, franchement. Bon. Alors qu'il s'était même pas fait découper aussi par Thomas, que quoi, ça s'était un peu touché, il avait eu un petit bobo à la main, là, les guidons, ils s'étaient un peu touchés comme ça, et il se plaignait, genre, il est marrant, Barça, quand même. Bon, Kitchen 6, 12e, 4e, c'est pas bien. Voilà, Kitchen, c'est pas bien. On verra dans 3 semaines. Son teammate Masterpool a eu aussi une course compliquée, hein. On avait regardé les résultats rapidement, il est fini 11e général. Je sais pas si c'est pas fait mal, du coup, lui, la semaine dernière, parce qu'il est resté longtemps au sol, là, dans la chute au départ. C'est vrai qu'il est peut-être un peu froissé. Après la partie, on l'avait vu repartir très lentement aussi. Il est peut-être, je sais pas s'il a pu s'entraîner cette semaine, et s'il est pas encore sous la douleur. Ouais. Bon, j'espère qu'il va pouvoir faire beaucoup de physique, là, pendant les 3 semaines avant la prochaine épreuve. Ouais. Et que, pour avoir un peu plus la caisse, même si, bon, en 3 semaines, il va pas pouvoir gagner énormément non plus, mais histoire
d'avoir un peu plus d'endurance sur les 3 dernières épreuves. Masterpool, ce serait cool. On a les deux triomphes en 7e et 8e place qui se sont échangés les places, 9-7, 7-9, Savacci et Swole. Bon, bah, Savacci, moi, je suis un peu déçu quand même de la saison. J'aurais aimé quelques coups d'éclat et pour l'instant, on les a pas eus. Ouais. Et ça commençait bien avec des belles perfs au chrono sur les premières épreuves. Deuxième épreuve, en première manche, il était bien placé avant de casser la moto. Donc bon, c'est dommage. Swole, 8e, il est bien parti dans les 2 manches en plus, mais enfin pour moi, Swole, c'est ça, quoi. De toute façon, ça roule pas très bien, quoi, Swole. Non. Mais Savacci, ça confirme ce qu'on disait au début, tu vois, genre est-ce qu'il est pas là un peu présent et tout parce que lui, il a passé pas de supercross que du motocross à s'entraîner justement à tester la moto et il arrive mieux préparé que les autres, donc il va être là sur les débuts. Et il a été là sur les débuts en fait, même juste aux essais. Bon, alors après c'est vrai qu'il y a eu des casses, je crois, des trucs comme ça, mais ouais, non, moi ça m'étonne pas tellement, c'est un peu décevant, mais à la fois je le voyais pas venir et faire un retour en 250 et tout casser, tu vois. Moi je le voyais pour le titre. Et moi ce qui me fait de la peine, c'est que je me dis, tu vois, j'imagine un Ferrandis, imagine Ferrandis, tu le remets sur le 250 parce qu'il a été terrible en 250 Ferrandis. Moi, franchement, j'ai kiffé ces années 250. Je trouve que c'était un monstre et tout. Bah, tu le remettrais sur le 250 et tu vois, je me dis, ça se trouve, il ferait 3, il serait derrière Vial, là, tu sais. Ça dépend, tu lui donnes une star ou tu lui donnes une triomphe? Ouais, tu lui donnes non, tu lui donnes une star, tu lui donnes sa moto. Non, la moto qu'il veut, là. Il veut une Honda tout le temps, là. Il veut une Honda. Eh ben vas-y, prends une Honda, mais ouais, je le verrai même pas devant et ça me fait de la peine parce que moi Ferrandis il est encore à ce niveau-là dans ma tête. Enfin, c'est pour ça que je suis déçu de tous les week-ends et tout, c'est que je le vois encore au niveau de gagner des championnats, des courses, tu vois, avec cette rage de gagner, de s'entraîner et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'y est plus, quoi. J'attends le moment où ça va revenir et Bon, on lui demande là de rappeler DV. ah bah il le fera jamais. Il a republié une photo là de Sorby qui lui dit good luck Frenchy sur Instagram. Oh, mais ça veut pas dire qu'il rappellera pas des... Si, il est derrière lui, là, il prend des photos, ça y est, c'est genre, en plus, tu vois, putain, la relation, là, tu sais pas ce que je me suis dit quand j'ai vu la photo, j'avais l'impression que, genre, Ferrandis, il publiait une photo avec sa meuf. Genre, il était avant avec DV, tu sais, et ça s'est fini avec DV, et quelques temps après, t'as entendu dire qu'il s'était maquillé avec quelqu'un d'autre, et là, tac, t'as la photo qui apparaît, ça y est, il est dans son entourage, il est 2 derrière. 2 ans après, quand même. Oui. Ouais, non, mais, ouais, mais tu vois, c'est, non, mais parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une rupture et je l'ai un peu en travers, leur fin de relation à tous les deux. Parce que je te dis, j'ai l'impression qu'en plus, c'était un peu conflictuel, presque. Enfin, c'était froid, leur échange, tu vois. Genre, pour que DV republie dans sa story les échanges avec Ferrandis, les messages privés avec Ferrandis. Après, je pense que DV, c'était plus vis-à-vis de tous les gens qui devaient le saouler sur les réseaux que vis-à-vis de Ferrandis. Le tacler, oui. Genre, tout le monde qui disait, oh, Ferrandis, pourquoi tu bosses pas avec lui? Ça devait le saouler, il devait en recevoir 10 par jour, quoi. Donc, mais il me semble, ça je sais pas, il me semble que c'était une réponse un peu à Ferrandis qui, dans ses interviews ou quoi, disait, il donne pas de signe de vie, en gros, je sais pas, si je bosse toujours avec lui, enfin, tu vois, il était un peu comme ça, genre, je suis dans le flou, il me dit rien, en mode, c'est lui qui veut plus bosser avec moi et tout, tu vois. Et que, en fait, non, dans les messages, Ferrandis, il lui a dit, je crois que, bon, je pense que c'est terminé, si t'as pas envie, je pense que t'es pas prêt à m'avoir en exclusivité ou je sais pas trop quoi, donc voilà, machin, et puis il a dit, ok, pas de soucis, bon courage. J'ai une théorie du multivers. Puisque Ferrandis, il fait le Supercross de Paris cette année. Et il se retrouve là-bas. Le King des Kings Supercross de Paris, c'est qui? C'est DV. Attends, parce que DV, King des Kings du Supercross de Bercy, mais Stade de France aussi, qui est Saint-Denis, c'est autant Paris que Lille, quand on faisait le Supercross de Paris-Lille. Donc bon, il a gagné 4 fois à Bercy, il a gagné 4 fois au Stade de France aussi, DV. 8 fois vainqueur à Paris. S'il faut, notre Xavier Audouard qui organise l'épreuve, il invite DV, comme l'année dernière, toutes les légendes, là. Ils se retrouvent là-bas, ça discute, vas-y, fais comme ça ici sur la piste, là, tu vois pas que tu peux faire ça? Et ça ravive la flamme, qui sait? Je sais pas. J'aimerais bien, mais... Bon, alors, du coup, un petit message à Xavier Audouard. Invite DV aussi, hein. Bon, allez, on va arrêter de faire nos fanboys, là. Heureusement qu'ils nous écoutent pas parce qu'on les saoulerait. Donc, après les 2 triomphes, après, si, on va quand même en discuter un petit peu des triomphes. Parce qu'après, c'est Imus qui a quand même apparemment, il a quand même la cheville endommagée, c'est pas juste des douleurs. Il y a un risque de, s'il se la tord plus ou quoi, il peut déchirer des trucs parce qu'a priori, il y a des tendons et des ligaments qui sont déjà un peu étendus. Étirés, plutôt. Ouais, distendus. Donc il fait 8-12 avec une chute en plus au départ de la deuxième manche. Imus, il a serré les dents, c'est bien.
Et je pense que là, les 2 week-ends sans course, les 3 semaines avant la prochaine, ça arrive au bon moment pour lui. On va mettre de la glace. Mais pour les Triumph, moi je te disais devant la course que c'est quand même pas mal ce qu'ils font, je trouve, comme entrer dans le sport en fait, la marque en tant que soi, pas forcément les pilotes eux ou même le team. En plus, on a regardé les highlights du MXGP où en MX2, ils ont l'air de performer un petit peu mieux. Ah oui, plus performant. Il fait des podiums avec la Triumph. En MX2, il dépasse pas 22 ans et il y a que des KT qui roulent bien a priori, qui marchent bien. Mais donc ouais, je trouve que c'est bien. Je trouve que d'avoir Savacci, je pense qu'il pourrait faire un petit peu mieux. Enfin, tu vois, Savacci pour moi, il devrait pas être devant Kitchen, mais il devrait être devant Di Francesco et Brown pour moi, comme mec. Et là, c'est vrai que il le fait pas. On va voir ce que ça donne sur les prochaines épreuves. Swall, il a fait une très belle saison de Supercross, surtout par rapport à son passif, quoi, ses résultats précédents les années d'avant. Il est resté Swall jusque-là, et je touche du bois pour lui, je vais pas lui mettre l'œil, mais il s'est pas fait mal de l'année, et ça c'est une bonne chose aussi pour la progression. Pour lui. Mais en vrai, oui. Mais en vrai, 8e de toute façon, tu vois, Swall il devrait pas être devant Savacci. Et il devrait être au même niveau que Brown et Di Francesco pour moi, Swall. Mais en même temps, Emma c'est pas blessé, il serait devant lui. Kitchen, il est devant lui, c'est normal. Et les 3 premiers, ils sont devant lui, c'est normal aussi, quoi. Mais c'est pas mal ce qu'ils font parce que tu les vois, ils sont dans le top 10. Là, tu vois les 2 pilotes dans le top 10 dans les 2 manches. Et c'est solide et c'est du bon développement pour peut-être aller chercher un pilote, un peu plus un top pilote l'année prochaine, quoi, pour Triumph. C'est vrai que quand tu compares à l'année que Beta nous fait où il démarre directement en 450, je préférerais être Triumph que Beta, quoi, aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Bon, t'as pas trop d'avis. Non, mais si, c'est une bonne entrée. Après, effectivement, je suis sûr. Je pense que même la Beta, une nouvelle fois, je pense que tu mettrais un Savacci et un Swall sur la Beta. Je pense qu'il ferait les mêmes résultats. Enfin, encore une fois, je suis pas persuadé qu'il y ait de mauvaises motos. Il y a eu des blessures, mais Nichols, pour moi, c'est le niveau Savacci en 450. Non, Nichols, il s'est perdu, lui. Il a gagné son titre, il s'est blessé. Déjà gagné son titre. Enfin, il a pas dominé et tout. Enfin, je voyais pas monter en 450 et être hunter, par exemple, tu vois. Et être là, présent et tout. Donc, moi, je voyais une montée en 450 et compliqué, en fait. Arriver en 450 et après, vivre peut-être à Carl Wilson, tu vois. Gagner en 250, en Supercross, et puis tu montes en 450 et après tu vas chercher des contrats, voilà. Et quand tu signes Beta, c'était... Après, c'est vrai que quand il s'est cassé les 2 bras, ça l'a vraiment déraillé quand même, quoi. C'est une année de confirmation qui aurait fait vachement de bien à sa carrière et à sa progression. C'est ça. Et là, du coup, arriver dans un team comme ça, effectivement, Et ce qui l'a tué, c'est la règle encore, la même chose que Savacci, en fait, la règle en 250. Ouais. Et c'est même honteux, je trouve, parce que, et surtout quand tu gagnes pas les 2. Moi, je pense que tu gagnerais les 2 de suite, tu devrais monter. Mais quand tu défends, si tu perds le suivant, tu vois, tu pourrais rester, mais surtout, plus. Il a gagné le premier titre et Justin Cooper, c'était la même chose de toute façon, hein. Il a gagné le titre et l'année d'après, il a le droit de défendre et ensuite il doit monter, sauf que l'année d'après, il a même pas l'opportunité de défendre parce qu'il se blesse avant même la première finale. Il a pas pris un départ de finale, c'est en qualif de la première épreuve qu'il se blesse. Et Justin Cooper, c'est encore pire parce que c'était à l'entraînement. Mais non, l'année d'après son titre est passée et du coup, ils ont pas le droit d'essayer c'est plus défendre parce qu'ils sont plus champions, mais ils ont même pas le droit de rouler une année de plus comme c'est prévu quand ils doivent défendre. Donc c'est dommage et de toute façon ça fait un petit moment que la catégorie 250 en Supercross elle est un peu cassée et qu'ils essayent de remanier. J'ai entendu dire qu'ils allaient modifier un petit peu les règles pour que Vial puisse rouler en 250 jusqu'en 2026 inclus. Ah bon? Alors y a rien d'acté, mais j'ai entendu ça sur le Pulp MX Show l'autre fois. Ça a été ni confirmé, les autres personnes sur le plateau n'avaient pas forcément entendu parler de ça, mais Steve Matthes disait qu'il avait entendu parler de ça, ouais. Et on sait que, c'est vrai que généralement, quand De Coster veut quelque chose, De Coster là, quoi. Disons que les team managers, je pense qu'ils ont tous quand même leur mot à dire dans ce qui se passe dans le championnat parce que, c'est un business, ils sont ensemble quand même dans l'histoire, hein, les constructeurs et l'organisateur du championnat et tout. Ils essayent tous de gagner de l'argent ensemble, donc c'est normal qu'ils s'écoutent. Mais c'est vrai que je crois que De Coster fait partie. Alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des théories du complot? Mais, il y en a qui disent que les années Webb où Webb gagne le titre, c'est les whoops sont plus petits en partie parce que De Coster il arrête pas de réclamer que les whoops soient moins gros et que ça saute, etc.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des mecs derrière leur clavier ensuite j'en sais rien, hein, parce que même dans les paddocks tu vas avoir des complotistes qui vont dire que c'est DeCoster alors qu'en fait rien du tout, hein. Tous les gens qui disent des trucs dans le paddock sont pas forcément au courant ou honnêtes. Mais du coup j'ai complètement divergé. Je sais plus de quoi on parlait. Si, la catégorie 250 et de Nichols et tout ça, parce qu'on parlait des triumphs. Mais donc oui, j'ai entendu dire que potentiellement la règle allait évoluer pour permettre à Vial de rouler en 2025 et 2026 en 250 et après il aurait plus le droit. Mais ce serait quoi la règle du coup? C'est une fois que t'as gagné un titre, plus 2 du coup? Défendre et plus encore une? Ou peut-être si t'as gagné un titre avant ta 3e année, t'as quand même le droit d'aller jusqu'à, ou peut-être que du coup ce sera 5 ans, t'as le droit à 5 ans en 250 avec un titre, et si t'as gagné 0 titre, t'as le droit d'aller plus loin. J'en sais rien. Peut-être que maintenant ce sera, si t'es champion, il y avait des points combinés. Ça a changé ça? Les points combinés, parce que t'en avais ouais, ça y a plus. Qui te simulait des blessures après pour pas les faire. Ça y a plus. Maintenant, c'est compagnie, là. Tant que tu gagnes pas de titre, tu peux rester en 250 Supercross aussi longtemps que tu veux. Ok. Faulkner aussi, je crois qu'il avait fait ça une année. Mais il devrait laisser être en 250 autant que tu veux, parce que de toute façon, que ce soit Nichols ou Vial, s'ils montent jamais, ils vont pas non plus aller te gagner 6 titres 250 Supercross de suite, hein. Puisque en plus c'est des championnats qui sont courts, qui laissent pas trop droit à l'erreur. Donc, oui, mais c'est vrai que t'en aurais un qui domine, qui gagne souvent. Tu vois, un Jet et tout, bah c'est vrai que ça. Comment dire? Personne veut être Martin Davalos, toi. Tu te fais vanner de partout. Oui, tu gagnes des sous, mais tu pourrais en gagner plus si tu gagnes devant. En 450. Au final, vaut mieux gagner un titre en 250 plutôt que de faire 10 en 450, quoi. Et qu'un Nichols, tu vois, au final, en restant en 250, bah il se bat pour un titre, qu'arrivé en 450, il se bat pour un top 10 avec sa bêta. Ouais, mais Anstie, il gagne pas un titre en 250, tu vois. Non. Et du coup, il a pas, il gagne quand même plus d'oseille en étant en 250 sans gagner le titre que en 450 à faire des top 10. Oui, il gagne un petit peu, mais du coup, est-ce que un Anstie qui reste en 250, ça te dérange, toi, en tant que spectateur, ou en tant qu'adversaire? Parce qu'il gagne pas, non, mais tu vois, il resterait dans la catégorie, alors qu'il il gagnerait tous les titres. Enfin, tu vois, c'est un peu le parcours classique. C'est, j'arrive en 250, je progresse, je gagne les titres, boum, allez, c'est mon step pour passer en 450. Mais si t'as plus ce titre parce que t'as un mec qui est bon en 250 et qui reste qu'en 250 parce que au final il a que des contrats 250, peut-être c'est bouché un peu en 450. Il a pas tu vois, regarde un Anstie, Star Racing en 250. Et il montrait en 450, t'as pas de place chez Star, t'as pas de place chez Kawa, Honda, Suzuki, machin. Enfin, Suzuki peut-être, on peut lui en trouver une. Mais du coup, c'est bouché à ce niveau-là. Ah bah, je préfère rester là avec un bon salaire dans un team usine, une bonne moto, me battre pour le titre en 250. Et ça, peut-être tous les ans, du coup, tu vois. Enfin, avec tes blessures, effectivement, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais du coup, ça veut dire que les autres qui progressent, qui arrivent deuxième, enfin, tu vois. Donc, ça veut dire que le mec, il monterait en ayant fait 2 fois deuxième, mais du coup, il prendrait quelle moto aussi en ayant fait deuxième, tu vois, en 250, arrivé en 450 quand il monte ensuite. Ah, le mec, il a même pas gagné le championnat. Déjà, un mec qui gagne le championnat, tu vois, un Cooper, un Nichols, tu sais pas trop où le signer quand là, t'as les tops qui sont, des guidons qui sont pris. Peut-être que ça rallongerait un petit peu des carrières aussi, parce que du coup, des mecs passeraient plus de temps en 250 parce qu'ils le peuvent, et passeraient en 450 plus tard quand d'autres mecs partent à la retraite. Parce que là, du coup, avec la règle, en plus, c'est ce qui a un peu créé ce bouchon, c'est qu'on a Ferrandis qui, de toute façon, devait monter, par exemple, et je sais plus s'il était le seul cette année-là, mais je crois pas. Cooper et Nichols ont été obligés de monter, Hunter et Jet étaient obligés de monter. Alors de toute façon, Jet et Hunter, ils l'auraient fait, je pense. Mais tu vois, Cooper et Nichols, ils se seraient bien fait une année de plus en 250. Et pendant ce temps-là, on a Roxanne, Tomac, Webb qui partent pas à la retraite, qui sont toujours là, qui prennent des top places. Et ça aurait été peut-être pas mal pour eux, enfin tu vois, pour le sport, d'avoir toujours ces places en 250 tant que la place en 450 est pas libérée, tu vois. Mais alors du coup, oui, mais on les a pas perdus, tu vois. Un Cooper qui du coup s'était bouché parce que en 450 il pouvait pas monter ou. Bah un Cooper on l'a pas perdu, mais un Nichols un petit peu. Nichols, la règle a vraiment fait du mal à sa carrière. Selon moi, la règle, je pense que indéfiniment, non, tu vois. Moi, je suis pas pour indéfiniment. Après que t'aies juste le droit de te défendre, tu vois. Moi, je pense au moins si tu le gagnes pas, bah t'as le droit d'en faire une 3e supplémentaire, tu vois. Et à la limite, si tu gagnes pas, je sais pas, peut-être limité à 2. C'était pas ça en MX2 pendant un moment. C'était pas, t'as le droit à 2 titres et à 2 titres obligatoirement tu montes ensuite? Ou 2 titres de suite, je sais plus exactement, mais tu vois, peut-être plus un truc comme ça, genre 2 titres,
T'as le droit à 2 titres et au ensuite, deuxième titre, tu dois monter. Ouais. voilà. C'est vrai que ce serait pas mal. Parce que, tu vois, je pense à un Martin, à Jérémy Martin, tu vois, au final, lui, par contre, il a beau rester en 250, parce qu'il a gagné 2 titres en motocross. Je pense que quand il a gagné ses titres en motocross, en supercross, il devait pas être trop loin non plus. Il devait être là à se batailler pour. Et lui, on l'a quand même perdu en restant en 250 pour le coup. Donc, c'est vrai que lui, c'est un peu un contre-exemple du fait que, même si tu autorisais indéfiniment, tu peux avoir quelqu'un qui a gagné, puis qui au final ne finit par plus gagner après. Enfin, comme en 450 d'ailleurs, hein. T'as un mec qui va gagner 1 année, 2 années, 3 années, puis peut-être après, il va être un peu en dessous ou partir à la retraite. Mais non, c'est nul de voir juste parce que c'est vrai qu'un Vial, moi je pense qu'un Vial on le perd hein, si monte du coup en 2026 en 450. Moi je pense qu'il y a 50% de chances qu'on le perde. Mais si Vial il gagne le SX encore l'année prochaine, son championnat SX 250 et qu'il gagne le MX 250, tu voudrais le revoir faire une troisième donc là il a ses 2 titres, il a fait que 4 ans. Tu penses quand même que s'il monte en 450 en 2026 avec cette configuration là, on le perd? Sur le papier, c'est intéressant, mais quand tu vois les performances, alors là en motocross déjà, tu vois cette année-là, enfin pour moi c'est comme si c'était une année de non-titre, tu vois. Enfin, en supercross il a gagné, mais effectivement il s'est toujours placé au bon endroit au bon moment, mais tu vois bien qu'il est pas là pour aller en 450, tu vois. Enfin là aujourd'hui il monte demain, c'est pareil, il est pas comme un Hunter. Il performera pas comme un Hunter qui ne casse pas qui gagne pas des finales et tout encore Hunter, mais tu vois qu'Hunter il est allé dans le bon wagon, c'était au bon moment, il progresse, il a accroché le wagon de tête quand même, tu vois. Alors qu'Hunter il avait rien pour Vial en mondial. Ouais. Et à l'inverse, un Vial, je pense que tu le fais monter, il accroche pas le wagon de tête, il accroche le wagon d'après qui fait 5 à 10 et 5 à 10 c'est pas avec un team usine, et quand t'es plus avec un team usine, enfin pour moi c'est... Si, après 5 à 10, enfin regarde, Craig et Stewart, ils sont pilotes d'usine, ils font 5 à 10 et Plessinger, là il est beaucoup mieux, mais pendant un temps, souvent le pilote numéro 2, il est là, pour remplir le top 10. Ouais, voilà, oui, donc podiums, oui, peut-être avec un team usine en pilote numéro 2, mais du coup, pour la gagne, enfin, je vois difficilement, tu vois, je sais pas, comme un Craig, au final, après, c'est différent, il y a plein de blessures, mais je sais pas si... Après, rares sont les pilotes à pouvoir prétendre à la gagne dès leur première année 450 quand même. Ouais, mais voilà, dès leur première année. Mais par la suite, tu vois, et moi, Nichols, dès la première année, non, mais je voyais même pas dès la deuxième, troisième, quatrième, enfin, Nichols, je voyais... après, on peut se tromper, peut-être qu'un Webb, justement, quand il est monté pareil, du coup, on le voyait jamais pour la gagne, après avoir passé plusieurs années chez Yamaha, sans gagner, en étant loin, tu t'imaginais peut-être jamais le voir gagner un jour en Supercross, et au final voilà, il y a eu ce changement de 5 arrêts et tout, et il a montré le contraire, mais parce qu'après tu vois Marvin lui est monté avec juste un titre de 250 Supercross. Ouais, et c'était dur en plus la première année, lui il a pas gagné sa première année Supercross, une finale. Non, il est pas passé loin à Atlanta quand il mettait un tour à Stewart, mais qui l'a gêné, ouais. Bon, c'est qui l'a gêné. Si, il l'a gêné. Mais non, il a pas gagné. Il a mis du temps. Je me souviens qu'il finissait un peu loin quand même en 450 au début. Ouais. Mais puis après, au final, c'est un mec qui a gagné 10 finales en Supercross, qui a été en conversation pour des titres. Et bon, il s'est battu quand même contre Thomas, qui est le deuxième recordman de victoire de finale en Supercross. Ouais, je sais pas. Moi, c'est un peu comme ça que je trouve que ça se produit. Tu vois, si en 250 tu domines pas. Ouais. T'accroches pas le wagon de tête en 450, et si t'accroches pas le wagon de tête en 450, du coup, il y a des exceptions. Webb n'a pas accroché le wagon de tête en 450 quand il est monté, et au final, aujourd'hui, il est dans les tops, il est dans le wagon de tête. Donc, ça peut se produire, mais ouais, moi, je pense qu'il y a quand même un plus fort pourcentage que s'il accroche pas ce wagon de tête en montant en 450. Anderson aussi, un peu, il a gagné qu'un titre 250 Supercross, et au final, il a réussi à gagner un titre 450 Supercross aussi. Ouais, je sais plus ce qu'il faisait sa première année en Supercross 450. Première année en Supercross 450, il faisait, il était un peu comme Musquin. Hein. De toute façon, ils ont suivi un peu le même programme pendant ces années-là, donc quand il est passé chez Husqvarna. Mais tiens, justement, vu qu'on est sur la catégorie 250, j'aimerais te proposer quelques théories que j'ai pu entendre ici ou là et avoir ton avis. Premier truc que j'ai déjà entendu, du coup, c'est au lieu d'avoir côte est, côte ouest avec moite-moite, faire un championnat. Alors, les gens qui proposaient ça, ils restaient quand même plus sur une idée côte-côte, mais j'ai entendu des trucs aussi où tu divises le championnat Supercross 250 en deux, mais pas de manière régionale.
mais plutôt en termes de niveau. Donc tu vas avoir une catégorie rookie où là les pilotes tu restes 3 ans max et puis ça dégage. Et ça va peut-être être un peu moins de courses, peut-être que eux ce sera 5 courses et tu fais un championnat plus confirmé où là tu peux rester aussi longtemps que tu veux, peu importe que tu gagnes le titre 250 ou pas, qui lui fait 12 courses, les 12 courses restantes c'est pour eux quoi. Est-ce que c'est une évolution de la catégorie 250 qui toi en tant que fan te plairait ou pas du tout? Si, ça se pourrait, parce que du coup, on aurait des courses de 150 encore plus animées, quoi, avec plus de top pilotes et pas juste 2-3. Après, enfin, je trouve que c'est déjà animé quand même, en général, les 250, mais qui prétendent pour la gagne en soi, là, en Supercross. Ouais, t'avais Kitchen, Vial, Digan sur leur côte. Alors, non, Kitchen, Hampshire d'un côté, Vial et Digan de l'autre. Et ouais, en plus, voilà, donc ça s'est terminé un peu à deux sur les deux côtes. Ouais, donc oui, parce que Shimoda, qu'on attendait devant, on l'a pas vu. Donc au final, tu mettrais les 4, ce serait intéressant justement de les voir ensemble. Mais je sais pas si ça serait une bonne chose, quoi, parce que je me dis en fait de scinder comme ça fait un peu encore, ça risquerait de faire un step entre justement les rookies, donc c'est leur première année, enfin leurs 3 premières années. Et la catégorie 250, un peu comme il y a peut-être entre le futur, les Six Futures et la catégorie 250, tu vois, ça risquerait, je pense, de créer un gap. Mais à la fois, voilà, tu proposes d'y rester 3 ans ou de monter plus tôt, donc bon. Ouais, je pense que il y aurait quand même un gap un peu comme les Six Futures et que quelqu'un qui, genre, peut-être dominateur dès sa première année en SX Rookie, et qui montrait rapidement justement parce que c'est formateur aussi de rouler directement avec les gros bras, c'est là que tu vas progresser, que ça t'amène que ça te tire vers le haut, donc faire plus de courses ouais coup. Donc je pense qu'au final de scinder comme ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, ouais. OK. Qu'au final d'en avoir deux côtes comme ça, et puis nous en tant que fans et spectateurs, c'est que sur toute la longévité du championnat, on a vraiment une catégorie 250 à regarder, quoi. Enfin, regarder. Après les rookies, ça veut pas dire qu'on les a pas regardés, mais c'est vrai que les Six Futures par exemple, tu vois, je regarde pas moi personnellement. Ouais, moi, ça dépend. Ouais, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Ouais, et moi, comme j'ai jamais vu cette année, je vais pas regarder. Et pourtant, il y a eu quand même quelques belles petites courses en Six Futures. Et sinon, autre proposition que j'ai déjà eue, mais donc je pense que tu seras pas trop favorable, c'est on élimine Est-Ouest, on a une catégorie 250 qui fait les 17 épreuves, tout le monde peut rouler, peu importe le nombre d'années que t'es là, et rookie comme confirmé, tu vois, de je sais pas qui va monter l'année prochaine jusqu'à Hampshire qui est là depuis 10 ans. Et ouais, là je pense en tant que fan, on verra tous. Moi ça me dérangerait pas plus que ça. Par contre, je pense plus aux pilotes privés ou les trucs comme ça, et je pense que ceux qui font les pilotes privés en 250, quand tu fais sur une côte, du coup ça limite les déplacements. Niveau budget et tout, c'est plus envisageable de faire un championnat 250 sur une côte avec 7 courses que d'en faire 17. Et donc voilà, les bonus, ils marquent des points sur leur position au championnat, qui fait que 7 courses, ou 8. Ouais, puis même pas tellement les bonus, mais les primes d'organisateurs, quoi. Ouais. Et que là, du coup, il y en a plein, peut-être qu'on verrait ne pas pouvoir faire les 17. Et donc ouais, pour nos team usines et tout, du coup, sans doute le top 10, si tu mélanges tout le monde, ce serait top. Mais et même Star Racing, est-ce qu'ils aligneraient 15 pilotes 250 du coup si on a un seul championnat qui fait 17 courses? Là, je pense pas. Je pense pas. Niveau budget, tu vois, ça limite aussi. Donc je suis pas persuadé que pour le sport en tant que tel, et du coup les teams qui nourrissent les plateaux 250, team privé comme team usine du coup qui ont en 250 beaucoup de pilotes, ce soit une bonne chose, quoi, d'avoir les 17. Mais en même temps, est-ce que tu trouves que c'est bien cette approche qui s'est un petit peu calmée quand même, si j'ai envie de dire, ces 2 dernières années, mais qui avait beaucoup il y a peut-être 5 ans, où tu avais les team usines qui signaient beaucoup de pilotes qui venaient de l'amateur et qui faisaient 1 ou 2 ans en Supercross 250 et Motocross 250. Les mecs performaient pas et ils sont repartis comme ils sont venus et on les reverra plus. Alors que c'est des mecs qui du coup ont tout mis dans la moto et ont tenté le coup, mais en fait n'avaient jamais ce qu'il fallait pour devenir pro, pour faire une carrière, quoi. Ouais, mais ça c'est la sélection naturelle, quoi. Ouais, mais cette sélection naturelle, elle se ferait plus vite si tu regroupais si t'avais qu'un seul plateau 250 en fait. Tu vois, avoir ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'ils auraient même pas leur remplisseur de grille en fait. Ouais, mais du coup, ils auraient même pas leur chance justement, voilà, c'est-à-dire effectivement tu réduis vachement,
Mais donc ça veut dire que t'en as 20, parce que là du coup on en a 20 et 20 chaque fois sur chaque côte, tu vois, un top 20, top 20. Donc en réalité même beaucoup plus que ça aux essais. Bah t'en enlèves 20 quoi au moins. Donc 20 qui faisaient un championnat complet, qui accrochaient peut-être une 11e place, ils se retrouvent 22 quoi là. Et ils se qualifient peut-être pas en fait même. Donc même le 13e d'une finale, un bourdon, terminé, on retourne faire le Six Tour. Tu vois, et je trouve il s'est qualifié quand même dans les Showdown. Bourdon. Ouais. Et en plus, il était un peu froissé blessé, je crois, à ce moment-là. Ouais. Si je me souviens bien. Non, et puis en plus, il a déjà fait 5 ou 6, je crois. Bon, après, c'était peut-être dans la boue, mais non, il a accroché des top 10, là. Donc, oui, même 10-10, du coup, il se retrouverait. Sur une moto avec un kick. Un peu, peut-être un peu plus proche de la 20e place, mais enfin voilà, ça réduit les opportunités pour certains. Effectivement, du coup, ça filtrerait encore plus. Et donc, ces gars-là n'auraient même pas l'occasion d'essayer de faire leur preuve, de rouler au plus haut niveau. Et donc, je pense que ouais, ça filtrerait encore plus, ça donnerait moins d'opportunités. Et pour le sport, du coup, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est ce qu'on veut, qu'il y ait du monde pour après aussi nourrir les 450, et pas qu'on se retrouve avec un championnat qui ressemble au championnat du monde, quoi, par exemple. Ouais. Alors eux, ils lancent un truc, donc forcément il y a personne, etc. Ah, tu vois, championnat du monde Supercross? Ouais, championnat du monde. Parce que MXGP, mais pareil, en fait. Cette semaine à Loquette, les grilles étaient pleines, mais c'est vrai que quand tu regardes à MXGP où ils sont 18 derrière la grille, voilà. Moi, ça me déprime. Hein. Et rien que ça, c'est parce qu'ils te disent, les gars, c'est des coûts énormes pour ramener la moto, l'engagement, la licence, machin. Et déjà, rien que l'engagement, c'est 1000 €. Voilà. Donc, en tant que pilote privé, laisse tomber, quoi. 1000 €, c'est un truc de fou, quoi. Et 1000 € et t'as pas encore ramené le camion, la moto, l'essence, les pièces, le mécano. Et là, tu te dis qu'un pauvre ouvrier qui a mis 20 000 € de côté pendant 20 ans, il peut faire que 20 courses. Et je crois que en plus, l'organisateur du championnat du monde a une société de transport et que les teams sont obligés d'utiliser cette société de transport pour déplacer le matériel et les motos et tout. Donc, ouais, je sais que aussi la FIM prend un bon billet, il me semble. C'est rentable que pour une personne, le championnat du monde. Parce que c'est à eux toutes les tentes et tout, justement, tous les trucs, les structures qu'ils posent sur les terrains de GP, et que ça, ils te le font louer en plus au terrain. Ah ouais. Donc ça coûte un bras au club de poser la tente, et dont ils n'ont pas le choix en plus. Hein. C'est les pits pour les panneauteurs, je crois que c'est à eux, et que quand ils viennent te poser ça, du coup, un chèque. Et t'as pas le choix, tu veux faire une épreuve de championnat du monde, et t'as besoin d'avoir ça. Du coup, j'imagine que le terrain, lui, il récupère l'argent des tickets vendus. Ouais, voilà, c'est ça, les buffets, des trucs comme ça, les entrées. La Fédé et l'organisateur, ils veulent pas prendre de risques là-dessus, ils vendent les droits TV, ils prennent des sous au terrain pour organiser la course. Ouais. Puis j'imagine que c'est le club qui doit trouver les commissaires, les secouristes. Oui, qui sont aussi souvent des bénévoles, même en fait, à ce niveau-là. Hein. Ouais. J'avais regardé pour le Motocross des Nations, sur leur site, tu peux postuler pour être commissaire. Et oui, il me semble pas que tu sois payé. Donc toi, en fait, la catégorie 250 aux US, tu garderais ça comme c'est, et juste tu mettrais une limite de 2 titres et ça monte. Et 2 titres Supercross et ça monte, pas forcément 2 titres Supercross, ou si quelqu'un a jamais gagné Supercross mais a gagné 2 fois le motocross, tu le fais monter aussi. Ouais, c'est ça qui est parce que tu vois, c'est pareil, genre un Jérémy Martin qui gagne 2 fois le motocross, on le fait pas monter. Pourquoi celui qui gagnerait 2 fois le Supercross, on le fait monter? Mais après, tu vois, cette règle s'applique que au Supercross en plus de devoir monter après. Tu vois, ça va cheap rouler c'est un championnat national et du coup, il a presque la même reconnaissance que le championnat 450, le championnat 250. Si ce n'est que le niveau est moins élevé et les machines sont moins puissantes et que il y a moins d'argent à gagner. Ouais. Mais ouais, moi je pense que vaut mieux laisser comme c'est, deux côtes séparées. Et puis en plus, ça fait même en tant que fan, tu vois, justement, quand t'as un gap qui s'est créé dans une côte, t'es content quand on switch sur l'autre, on repart à zéro, quoi, avec de nouveaux gars, de nouvelles batailles, voilà. C'est vrai. Donc moi, j'aime bien un peu ça en tant que fan. Et puis je te dis, même d'un point de vue des industries, quoi, des teams, je suis pas persuadé que ce soit une bonne perspective pour eux de réduire à un seul championnat qui est super long, ou de scinder en deux. Ça leur coûterait moins cher d'avoir moins de pilotes. À qui? Au team. Ouais, mais bon. Ils font plus de courses, mais ils ont qu'un seul pilote. Bah oui, mais du coup, qu'un seul mécano. Ah bah oui, mais donc s'ils enlèvent ça, ça leur coûte moins cher, mais ils le remettent dans les déplacements parce qu'ils font 17 courses et pas que 8. Ouais, mais les salaires.
Alors tu vois, un pilote 250 qui est engagé pour faire le SX West et le motocross 250 et le SMX, si demain tu lui dis, en fait, SX 250, ça va être combiné, tu vas faire 17 courses au lieu de 10 ou 8 ou 9, parce que ça dépend un peu des années. Est-ce que son salaire il augmente parce qu'il fait entre 7 et 8 courses de plus? Je suis pas sûr. Ouais. De toute façon, il est engagé pour l'année. Donc. Ouais. Tu vois. Bon, sinon, on a un Ken Roczen qui potentiellement sera de retour à Unadilla. Daddy. Il a dit qu'il pensait pas forcément faire les 3 dernières. Parce que lui, c'est pas tellement pour les points super motocross. Il était sur le Pulp MX Show ce lundi. Et il disait que a priori, qu'il roule ou qu'il roule pas, il va être 12e. Il a trop de points de retard pour aller chercher la 11e place et marquer des points en plus avant la première. Et il a trop de points d'avance pour vraiment se faire doubler par qui que ce soit et perdre sa 12e place, a priori. Donc pour lui, c'est plus une préparation pour le motocross des nations. Aussi une préparation, j'imagine, faire un peu de course avant le super motocross, parce que ça, il va y participer. Et il dit qu'il veut pas non plus trop en faire parce qu'il a le World Supercross. A priori, il est en discussion aussi pour le Supercross de Paris. Il n'est pas annoncé, mais j'imagine qu'il doit décider s'il veut le faire ou pas. Ce serait cool qu'on ait Roczen à Paris, je veux. Mais du coup, à Unadilla, admettons qu'il revienne pour Unadilla, tu le vois où? Pour le podium. Sur le podium? Ouais. Ouais. Bah, vrai, oui. Je vois pas battre Sexton quand même, mais sur le podium, ouais. Donc entre 2 et 3 selon Plessinger, Anderson, Lorenz. Ça se tape un peu, mais je le vois quand même un peu devant Plessinger. Ouais. Cooper aussi, avec qui ça peut peut-être un fight un peu s'il prend un bon départ Cooper, mais et Hunter, ouais, bon non, c'est pareil, je vois un peu devant Hunter quand même. Mais donc pour toi, aucune chance qu'il titille Sexton pour la gagne? Ah là, ça me paraît un peu juste quand même, surtout que lui revient aussi de blessure, donc là je sais qu'il a repris avec essentiellement du motocross et que justement il se prépare potentiellement pour revenir, mais ouais, non, pour Personne touche à ton Sexton. Bah non, mais c'est objectivement, hein, parce que ouais, là non, je pense pas. Je pense pas. Et Cooper Webb normalement revient pour Unadilla aussi. Ouais. Donc ça c'est les bruits qu'on a entendus, mais rien d'annoncé. Enfin, Roczen c'est pas annoncé non plus, mais normalement ça devrait se faire quoi. Cooper Webb, tu le vois où? C'est dur à jauger parce que Cooper Webb il a pas eu de bons résultats en outdoor, que ce soit sur la KT ou avant sur la YAM. Il se bat avec Ferrandis à mon avis. Et donc, je mettrais peut-être derrière la 6e place quoi. Ouais. Je mettrais peut-être derrière. Au début j'allais dire 5, après du coup je pense à Ferrandis qui finit 6. Et moi je pense que ça peut peut-être être un... Il peut se mettre dans le mix Plessinger, Anderson, Cooper, moi je pense Webb. Ah ouais. Oh, je vois pas, ça dépend, parce que tu vois, si s'était pas blessé, alors là, avec des si on refait le monde, mais s'il s'était pas blessé au pouce en Supercross, il finit sûrement 2e du championnat. C'est le 2e à avoir le plus de finales de gagner après Lorenz. Et donc ensuite, si j'imagine qu'il a une progression un peu similaire en motocross, où il reste quand même bien au niveau, je le vois pas se battre avec Sexton et Lorenz en motocross, mais ouais, je le verrais s'il était à 100%, je le verrais au niveau de Plessinger, Cooper, Anderson, quoi. Ouais. Donc après, reste à savoir, est-ce que vraiment, en retour de blessure, il peut être à 100% déjà ouais, moi, il y a ce facteur blessure qui fait que justement, je vois se batailler avec Ferrandis, et je le vois pas devant lui, tu vois. 100%, je le verrais peut-être un peu devant, mais genre je t'aurais dit 5, du coup, à 100%. Et là, revenir de blessure, je vois se battre avec Ferrandis, plutôt moi avoir la Ferrandis, Stewart, Craig là, dans ces eaux-là. Ok. Et Thomas qui reprend la moto cette semaine, qui n'a pas encore annoncé, mais qui vise Budds Creek, donc la semaine d'après pour son retour, ce qui serait dans 4 semaines pour nous. Lui, tu le vois où à son retour, en considérant, du coup, en imaginant que Roczen et Webb sont sur le terrain aussi? Au pied du podium, je pense. Ouais, hein. 4. Un petit top 5 entre la 3e et la 5e place, je dirais, selon la journée qu'il peut avoir. Ouais. Donc plutôt derrière Roczen, mais devant Webb en fait. Ouais. Ok, bah ouais, je vois un peu la même chose. Bon, allez, le petit jeu des pronostics, Unadilla, tu vois même pas quel terrain c'est, mais dis-moi tes podiums. 250.
Digan, Ouais. Vial, Ouais. Shimoda. Ok, la même chose qu'à Washougal. Ah ouais. Moi, je vais vous dire Vial, Digan, Shimoda. Ouais, ben, j'avais hésité avec Vial et Shimoda à échanger. Voir un petit Shimoda passer 2 peut-être, mais bon, là il était quand même en dessous, je pense, des deux devant. Et puis bah, j'espère Vial aussi pour soutenir un peu, je le mets en 2. Et 450. Bon, Sexton. Chiefs. Sexton 1. Alors là, Et si du tu coup, veux là, en parler dans un podcast. on aurait un Roxen. Ouais. Ouais, moi je dis Sexton, Roxen, Lawrence. Non, moi, Lawrence, je ne le mets pas sur le podium, mais je t'aurais dit Sexton, Roxen aussi, 1-2. Et du coup, un Plessinger qui accroche le wagon en 3. Solide. Bah écoutez, on voit tout ça dans 3 semaines. Alors bon, c'est pour les fans de motocross amateur, il y aura Loretta Lynx à regarder toute la semaine prochaine, je crois. Nous, on va être off jusqu'à après Unadilla. Et on vous retrouve Brap Show épisode 11 sur l'épreuve de Unadilla dans 3 semaines. À plus. Ciao.